Bonsoir à toutes et tous. Salut Ranken, salut Wouzid, salut Flouki, salut Bérégil, salut Julo, salut Kyle, salut Blaise, salut Cabine Turong, salut Dimkind, salut Yanamat aussi. Bienvenue aux nouvelles têtes. Salut à toutes celles et ceux qu'on connaît bien, qu'on a plaisir à retrouver. On est ensemble pour 2 bonnes heures de stream. On commence bien, 2 heures pendant lesquelles vous posez vos questions directement dans le chat et moi je les passe aux invités. Vous avez le droit de grogner, d'interpeller, de chafouiner, c'est votre espace et ce stream, on le fait ensemble. Au programme de ces 2 heures, on attaque par cette proposition de loi votée au Sénat sur la transidentité des mineurs, adoptée par les sénateurs hier, un texte qui n'a pas beaucoup de chances d'être adopté à l'Assemblée nationale, mais qui ajoute encore un peu ici à la détresse, à la colère de nombreuses personnes transgenres qui aimeraient un peu qu'on les soutienne un peu plus ou qu'on leur fiche la paix et qu'on arrête un peu de les instrumentaliser pour des combats idéologiques, voire les 3 en même temps. Ce sera de 18h à 19h, heure à laquelle on prendra un chemin de traverse pour aller randonner du côté du bonheur, de la joie, des façons d'être heureux, avec en creux une question: est-ce qu'en 2024, ça rend heureux de chercher le bonheur à tout prix? Ce sera avec une philosophe, un sociologue et un économiste, et à la fin, normalement, on devrait repartir avec du smile dans les valoches. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 19h à Beyrouth, il est à peu près déjà demain à Sydney et Tokyo, il est 16h en temps universel, il est exactement 18h04, passé de 5 secondes à Paris, il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On file au Palais du Luxembourg, c'est le Sénat, à Paris, où les sénateurs donc ont adopté hier une proposition de loi portée par le groupe Les Républicains qui suscite la controverse sur la transidentité. Résultat de ce scrutin public. Votant 324, exprimé 316, pour 180, contre 136. Le Sénat a adopté. Un texte donc porté par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio qui est destiné à encadrer les pratiques médicales dans les transitions des mineurs et qui prévoit notamment l'interdiction des traitements hormonaux et des opérations chirurgicales avant l'âge de 18 ans. Bonsoir Cassandre. Bonsoir Ludo, pardon. Donc Cassandre, t'as la crève, c'est pour ça que t'as un masque. Oui, j'ai un peu la crève, donc je vais éviter de contaminer tout le monde dans le studio. Tu gardes tes miasmes. T'es streamer politique spécialisé sur les questions LGBT+. C'est ça, exactement. À tes côtés, en face de moi, Anaïs Perrin-Prével. Bonsoir. Salut, t'es co-directrice de l'association À Outrance. Je suis directrice toute seule de l'association À Outrance, mais c'est bien. Eh ben pourquoi j'ai marqué co-directrice? Parce que j'étais coprésidente avant, mais je suis directrice toute seule. Donc directrice. Salut, bienvenue. À tes côtés. Et aussi en face de moi, Alexis. Salut Alexis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, toi t'es autrice, conférencière et formatrice genre, inclusivité et droit LGBT+. Et tu as commis aux éditions Marabout en 2021 une histoire de genre. C'est ça. Il va s'en trouver dans le chat pour dire que je n'invitais que des gens qui sont opposés à cette proposition de loi, qu'il aurait fallu leur mettre en face des contradicteurs. Moi je trouve que c'est plutôt un bon choix, puisqu'il semble que tout a déjà été dit dans la science, la médecine, la sociologie, et que c'est même certainement un peu pénible de toujours répéter un peu les mêmes trucs. Est-ce que j'ai bien fait? on peut intervenir déjà là-dessus, sur le principe. En réalité, il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a des gens qui font de la transidentité une idéologie pour s'y opposer, pour dire on n'a pas le droit d'être une personne trans, et puis c'est un élément de débat et ça doit rentrer en débat. Nous, pour le coup, on est plutôt des personnes concernées, donc c'est pas une idéologie, c'est nos vies. Et la question, en fait, c'est de savoir est-ce qu'on peut ouvrir le débat pour ou contre nos vies? Peut-être pas. Nous, on a tendance à penser non. Et de façon générale, est-ce qu'on ouvre des débats pour ou contre la vie de telle ou telle personne? Je ne suis pas certaine que ce soit un sujet de débat et je ne suis pas certaine que ce soit un élément qu'il faille mettre en débat. Donc c'est plutôt intéressant que, pour le coup, on laisse la parole aux personnes concernées, les premières concernées directement. Oui, d'autant que si on cherche en fait la contradiction et qu'on suit l'actualité pour de vrai, il suffisait d'écouter ce qui s'est passé au Sénat. La proposition de loi en elle-même, c'est ça la contradiction. Elle a été présentée par la sénatrice Eustache-Brinio, elle a été largement discutée avant-hier soir. En fait, au milieu de tout ça, il n'y a jamais de voix trans. Il n'y a pas eu de voix trans, ou il n'y en a eu quasiment pas pendant toutes les commissions qui ont débouché à ce texte. On est toujours largement relégués à de la parole de réaction hors de nos institutions, en plus d'être considérée comme une parole qui ne peut être qu'idéologique. Donc la contradiction, elle a déjà existé. Et oui, je voudrais ajouter aussi, d'ailleurs c'est un débat qui a été soulevé par la commission d'enquête sur l'attribution des chaînes de TNT, mais le débat aussi se situe parfois d'une émission à une autre. Quand on voit sur certaines chaînes où on reçoit uniquement des paroles anti-trans, c'est bien aussi de contrebalancer à l'inverse et de ne pas systématiquement opposer aux personnes concernées une contradiction qui n'est pas forcément imposée aux autres. Alors, on va quand même écouter Jacqueline Eustache-Brinio, ça leur fera du temps de parole. Jacqueline Eustache-Brinio, c'est la sénatrice qui porte le texte. Non, mais c'est comme ça les gens qui n'ont pas vu, au moins vont voir de quoi on parle, et avec qui on parle, et puis on réagit après. Avant d'évoquer le fond de la proposition de loi, je souhaite d'abord vous dire tout ce que cette proposition de loi n'est pas. Ce texte n'est ni un texte transphobe. Nous rejetons sans détour tous les discours haineux de discrimination.
La transphobie est une réalité que nous condamnons fermement et à laquelle nous refusons d'être associés. Ni une volonté de psychiatriser la transidentité en sous-entendant que la transidentité est une maladie, ni une atteinte aux droits de l'enfant qui doit grandir et se construire dans un environnement serein et protecteur. Je vous le dis, et je vais sûrement en décevoir certains sur ces bancs, les conclusions de nos travaux n'étaient pas écrites à l'avance. Les seules boussoles qui les ont guidées sont l'intérêt de l'enfant et la prudence. Bon, on a coupé les micros, mais ça se marre donc sévère dans le vidéo. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Qui a envie de commencer? Intérêt de l'enfant qui n'est cité textuellement, mot pour mot, à aucun moment dans le texte de proposition de loi. Ce qui est quand même un manque terrible quand c'est le but premier. Par ailleurs, dire qu'on n'est pas quelque chose ne veut pas dire que c'est la réalité. Il faut s'en référer aux faits du texte. Je pense qu'on va on va largement le faire. On a 1 heure pour le faire. Mais il suffit de voir dans quelles conditions cette proposition de loi qui vient d'être adoptée a été conçue. On nous a quand même fait croire que c'était le fruit d'un travail de commission sénatoriale, ce qui est la première arnaque pour se donner crédibilité. C'est en fait une proposition individuelle de la sénatrice Eustache-Brinio qui n'a consulté aucun autre groupe du Sénat, aucun autre même membre de son propre groupe politique, et qui, dans le travail qui est présenté comme sérieux de mise en place les auditions, les différents travaux de recherche, qui n'a pas pris en compte la défenseur des droits, qui n'a pas pris en compte la Haute Autorité de Santé, qui n'a pas pris en compte les associations de spécialistes, les associations communautaires, les associations de terrain, deux seulement, et dont toute la parole a été réduite à quelques phrases alors qu'on parle de commissions qui duraient des heures à chaque fois, qui par contre a largement fait la place et a même amené avec elle comme presque directrice de ces commissions des personnalités qui ne sont, elles, que dans l'opposition à la présence même de personnes trans et qui se revendiquent même aujourd'hui d'une transphobie politique. On peut citer Caroline Eliachev, Céline Masson, qui elles sont toutes les deux pédopsychiatres et qui ont cofondé, elle pour le coup à L2, qui co-dirige à L2, l'Observatoire de la Petite Sirène, qui est un observatoire des transidentités autoproclamé, qui est censé regrouper des spécialistes de santé, spécialistes de la question. Quand on fait bien le détail, il y a des dentistes, il y a même des vétérinaires dans ce groupe. C'est un peu limite, mais qui a aussi fait la part belle aux deux militantes anti-trans les plus fameuses aujourd'hui en France, Dora Muto et Marguerite Stern. Qu'on a déjà salué dans le chat, beaucoup d'ironie. Salut Marguerite. Elle doit bien suivre. Qui aujourd'hui, elles, revendiquent presque à la fois d'être transphobes, à la fois d'être affiliées à l'extrême droite, qui reprennent toutes les théories complotistes sans aucun fondement ni scientifique ni sociologique. Donc que la sénatrice dise qu'elle ne l'est pas, elle a le droit de le croire, les faits parlent d'eux-mêmes. Le fait est que le texte, il est sur la question de l'intérêt de l'enfant. C'est pas nous qui le disons, c'est la défenseur des droits qui a fait un avis complet en disant que ce texte allait complètement à l'encontre de l'intérêt de l'enfant et même serait incompatible avec les conventions internationales qui respectent les droits de l'enfant. Et il est fort probable, du coup, que si ce texte venait à être voté en l'état, il soit retoqué parce que pas en phase avec les conventions internationales qui respectent les droits de l'enfant. Donc, clairement, pour la question de l'intérêt des droits de l'enfant, ou l'intérêt de l'enfant, on est plutôt dans notre camp que dans le camp de la sénatrice en question. Moi, je vais revenir simplement quand elle dit que c'est pas un texte qui est transphobe. Sortir des invectives en disant t'es transphobe, etc. C'est bien, on se fait plaisir, mais ça n'apporte pas grand-chose dans l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est d'aller peut-être un petit peu sur le fond. Étymologiquement, transphobe, transphobie, c'est à dire la peur de la transidentité. Et clairement, ce texte-là, il surfe sur cette peur-là. Il dit c'est grave d'être un enfant trans, c'est grave d'être trans, il ne faut pas prendre en charge les enfants trans parce que vous comprenez, il faut protéger les enfants de la transidentité. On est sur une question où il y a des textes qui même sont autour, où on dit que la neutralité de l'éducation nationale, ce serait d'enfermer son enfant dans son genre d'assignation, dans son genre de naissance et de ne pas lui permettre de vivre son genre parce que là, ce serait pas neutre si on pouvait au moins ouvrir la porte. Donc on est sur un élément qui a peur et qui surfe sur cette peur-là et qui est une peur qui finalement se retrouve dans la société assez généralement. Nous, on a des parents qui viennent dans les groupes de parole pour les personnes trans et proches ou pour les ados et les mineurs trans. Et les parents, quand ils apprennent ou elles apprennent la transidentité de leur enfant, ils ont l'impression de tomber de l'armoire, que c'est la pire chose qui leur soit arrivée de la vie. Il y a toujours ce terme immonde, je dois faire le deuil de mon enfant, même si l'enfant est présent dans la salle, où on a en fait vraiment cette impression que c'est un truc dramatique qui est arrivé et qui est vraiment du niveau du deuil.
Donc il y a cet aspect un peu de peur de se dire mais si mon enfant est trans, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être n'importe quoi, etc. Et elles surfent là-dessus et elles vont même entretenir ces peurs-là. Je dis au pluriel parce que c'est effectivement Céline Masson et Caroline Diachef qui ont largement assumé, contrairement à ce que dit Jacqueline Eustache-Brinio. Elles ont été payées par le Sénat, enfin par le Sénat pour les Républicains, donc par nous par extension, parce que voilà, pour faire ce rapport. 2, elles ont complètement assumé d'avoir rédigé de A à Z ce rapport et d'avoir organisé les auditions. C'est pas moi qui le dis, c'est Céline Masson qui le dit dans le média Les Jours. Donc c'est marqué en toutes lettres, c'est très clair, il n'y a même pas de trucs planqués derrière, il y a aucune c'est évident sur ce point-là. Donc on est vraiment sur un texte qui part sur l'exploitation de la peur de la transidentité et qui fait peur par le biais des enfants. Il faut comprendre qu'on a ce biais-là parce que s'opposer aux droits des personnes LGBTQIA+, aujourd'hui, si on attaque frontalement les droits des personnes homo, on va se dire ah non, c'est pas possible, voilà, il y a le mariage pour tous, machin. Donc on a passé, la page est tournée, ça y est, on respecte. Même si sur le fond, il y a plein d'enjeux. Mais on considère qu'on va respecter. Attaquer directement les adultes trans, c'est quand même un peu compliqué. C'est les adultes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Même si on a des attaques de tous les côtés, c'est quand même compliqué d'y aller directement. Attaquer par les enfants, nous, on l'entend, même par des personnes qui sont très engagées, qui sont très ouvertes, etc. Quand on leur dit moi, la transidentité, il n'y a aucun problème. Oui, mais les enfants. Et alors là, ça devient du n'importe quoi, parce que mais les enfants, ça ouvre la porte à plein de choses. Et on fait fantasmer, on y reviendra peut-être après, mais on fait des amalgames avec de la pédophilie, on fait des amalgames de plein de trucs dessus. Dans l'hémicycle, le soir de la discussion. Mais c'est des choses qui se font. Nous, on a un article le chat qui a été fait commencé comme ça, avec quelqu'un qu'on a banni tout de suite. Mais c'est le truc de base. Nous, on fait des groupes de parole pour les mineurs et les ados, et on a un article, c'est Livre Noir, qui est un magnifique journal, enfin un magazine. Je dis, c'est ironique, n'allez pas l'acheter, déjà très cher et puis en plus ça serait donné de l'argent pour rien. Et qui aurait fait de l'entrisme en faisant de l'infiltration dans un groupe. Alors c'est pas une infiltration parce que nos groupes de parole sont ouverts, donc tout le monde peut y aller, il n'y a pas d'enjeu là-dessus, sauf qu'elle ne s'est pas présentée. Et c'est on met les enfants dans le sous-sol, on fait des choses avec les enfants, et après la phrase d'après c'est on fait des groupes dans un bar LGBTQIA+, sous-entendu ils vont boire de l'alcool, pour les mineurs, dans lesquels on va leur parler de sexe, de polyamour, de rencontres, et c'est associé, c'est mis côte à côte. Après, chacun fait la part des choses sur l'ensemble et essaie de pousser là-dessus. C'est hallucinant. On tourne sur des choses où on fait peur et on travaille sur cette peur-là. Donc oui, et 10 fois oui ou 1000 fois oui, ce texte, il est transphobe, simplement transphobe. Et je veux revenir aussi sur la rhétorique de la haine. Enfin, personne ne se mobilise jamais en disant je suis haineux envers telle chose. La Manif pour tous prenait un point d'honneur à essayer de montrer qu'ils ne sont pas homophobes. La preuve, ils ont un homosexuel qui est là et qui est contre le mariage pour tous, etc. C'est toujours une rhétorique qui est employée. Évidemment, ils ne se mobilisent pas au nom de la haine parce que c'est un affect négatif et surtout dans la bonne société bourgeoise, on n'a jamais des affects négatifs. Mais par contre, oui, c'est un texte qui a pour vocation, enfin, si on sort de cet affect-là, qui a pour vocation d'éradiquer le fait de la transidentité. Parce que, bon, évidemment, ça cible les mineurs particulièrement, mais ce qu'il y a derrière ça, c'est que lorsqu'on lit le rapport, il y a aussi des ouvertures de discussion sur éventuellement réfléchir jusqu'à 25 ans. Donc finalement, en fait, remettre en question la majorité des personnes trans jusqu'à 25 ans. C'est quelque chose qui a été utilisé contre les homosexuels à l'époque, où c'était au travers d'une majorité sexuelle inégalitaire que l'État français en fait réprimait l'homosexualité. Donc c'est quelque chose où en changeant cette modalité de la majorité et de la minorité, c'est au final un pied dans la porte pour aussi interdire la transidentité, y compris pour les adultes. Et c'est très important parce que qu'il y ait de la haine ou pas, il y a in fine, une volonté d'éradication, et j'utilise ce terme parce que c'est un terme qui a beaucoup été aussi employé par des anti-trans britanniques notamment, l'éradication du fait trans. Voilà, et après ça on s'en fiche qu'ils aient de la haine ou pas, quoi. Par ailleurs, ce qu'on est en train de dire, et j'appuie complètement vos propos, ça a été illustré l'autre soir pendant la discussion. L'ouverture à la majorité, elle a tout de suite été amenée dans les débats avant le vote par une sénatrice, les Républicains, je crois, j'ai plus les détails, qui parlait d'abord d'interdire ces mêmes projets, ces mêmes protocoles médicaux, d'abord aux majeurs sous tutelle. On sait très bien que l'étape d'après, c'est aux majeurs tout court. Et quand tu parlais de cette transphobie qui est assumée, il faut pas croire qu'un vote de groupe au Sénat n'est pas réfléchi en amont par les différentes formations politiques du Sénat. Et quand on voit le bloc qui a voté pour ce propos de loi, cette proposition de loi, le député sans étiquette qui a pris la parole pour faire son explication de vote le soir même, a
commencé son propos en disant les mineurs trans n'existent pas, la transidentité n'existe pas. Il a enchaîné en revenant sur les idées de contamination, de contagion, de lobby payé par des milliardaires et qui seraient aux mains des adultes qui se disent trans. Quand on veut se donner, se draper d'une pureté qui échappe au parti pris émotionnel, au parti pris idéologique, on prépare en amont et on s'assure en amont que ses alliés de fait, que ses alliés politiques ne tiennent pas de tels propos. En fait, la transphobie, il l'accepte, il s'en fiche. Elle était présente, même si on veut faire croire que le texte en lui-même l'est pas. En tout cas, il a été défendu par des gens qui, eux, l'ont été ouvertement. Oui, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, pendant très longtemps, un des arguments d'opposition à la transition chez les mineurs, c'était « Ah, ils vont regretter ». Et après, on s'est rendu compte, d'ailleurs, très très bonne série d'articles de Mediapart qui en parle, notamment avec une infiltration dans un collectif anti-trans, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils connaissent pas tant de personnes que ça qui regrettent. Et en fait, ils ont changé progressivement leur discours en disant que le risque, c'était qu'après, ils persistent. Et qu'en fait, que ces mineurs trans deviennent des adultes trans. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de plus ? Je vais juste revenir sur les 25 ans, parce que c'est très très amusant cette histoire des 25 ans qui est ramenée en disant mais le cerveau n'est pas complètement formé avant 25 ans, et donc il faudrait surtout pas faire de transition avant 25 ans. Ça a été repris par... Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, moi j'ai rencontré une femme transgenre qui m'expliquait que c'était beaucoup plus compliqué de transitionner après la puberté. Bien sûr. Alors, Qui ajoute, perso, je comprends pas qu'on empêche aux personnes transgenres de pouvoir transitionner le plus facilement possible. Il y a deux points. Tu parlais peut-être pas exactement de ça. Non, mais du coup je vais faire la bascule avec les deux. Je vais faire la transition, je suis pas mal là-dessus. Mais l'idée c'est que ce principe des 25 ans, c'est un truc un peu aberrant de considérer que le cerveau ne serait complètement formé qu'à partir de 25 ans, ce qui n'est pas démontré et puis qui n'est pas réellement une question de maturité complète. Mais si tant est que ce soit vrai, allons jusqu'au bout. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir le droit de vote avant 25 ans, parce qu'on ne va pas demander à quelqu'un de prendre une décision pour l'avenir d'un pays complet, alors que la personne n'a pas son cerveau qui est complètement formé. Il ne faut pas lui donner le permis de conduire avant 25 ans. Il ne faut pas que cette personne puisse choisir son orientation professionnelle avant 25 ans, parce que c'est quand même toute sa vie qui va être menée là-dessus. Donc si elle ne peut pas prendre une piqûre d'hormones, on va peut-être pas lui donner la possibilité de choisir son avenir professionnel. Donc la formation professionnelle ne commencerait qu'à partir de 25 ans. On va pas travailler beaucoup à la fin, mais ça veut dire aussi que les personnes doivent pas se marier avant 25 ans. Parce que quelle idée de se marier avec quelqu'un alors que le cerveau n'est pas formé. Que les personnes ne doivent pas avoir d'enfants avant 25 ans. Alors ça va être un peu embêtant, parce que la personne qui est à l'origine de cette proposition de loi et qui parle des 25 ans, c'est aussi opposée à la constitutionnalisation de l'IVG. Et alors là, quand on va lui dire que tout enfant ou toute grossesse commencée avant 25 ans devra être arrêtée, non pas volontairement, mais par le fait de l'État, ça va être un peu plus compliqué. Il va y avoir un hiatus. Donc voilà. Mais on voit que c'est ridicule cet élément-là, et on sait que dans les âges où on pose des questions sur la capacité des enfants à se projeter dans l'avenir, c'est exactement l'âge auquel on leur demande de choisir leur cursus professionnel, choisir leurs études, choisir l'endroit où toute leur vie va se passer par la suite. Donc bien sûr qu'on a une capacité dans ces âges-là de pouvoir décider. Après, il y a des personnes qui ont plus ou moins la capacité de le faire, ça c'est autre chose. Par contre, je vais revenir sur le fait de faire des transitions tardivement. Déjà, une petite parenthèse, quand on veut pas, on veut pas. Quand les personnes ne veulent pas accompagner la transidentité et veulent refuser la transidentité, on va trouver le même argument et on va l'inverser. C'est-à-dire qu'avant qu'on parle de tout ça, quand on parlait encore de transidentité sous le terme de transsexualité et transsexualisme, on parlait de transsexualité primaire et de transsexualité secondaire. Transsexualité primaire, c'est quand elle était manifestée dès le plus jeune âge. Et là, c'était la seule qui valait la peine d'être accompagnée. Et la secondaire, c'est celle qui se manifestait plus tardivement, donc potentiellement on peut imaginer après 25 ans, et qui était celle qu'il fallait surtout pas accompagner, parce que si les gens avaient été capables de vivre avant ça sans, va, quoi. Ils pouvaient être capables de vivre le reste de la vie sans. Et surtout, donc en fait, quand on veut pas, on veut pas. Et surtout sous-entendu qu'entre-temps, ils avaient pas, été contaminés par les différentes perversions sexuelles, etc. Il y avait aussi cette idée-là. Mais on était sur des trucs assez généraux dessus. Et donc là, quand on veut pas, on veut pas. C'est-à-dire que là, maintenant, on peut plus avant 25 ans, et avant, on pouvait pas avant 25 ans, enfin après, donc du coup on peut jamais. Et pour revenir sur le fait de faire sa transition plus tôt ou pas, il faut comprendre, là on va peut-être revenir un peu sur le fond, sur les enjeux que ça peut amener derrière. Il y a l'enjeu de est-ce qu'on a besoin ou pas de faire une transition médicale, parce que l'enjeu il est que là-dessus, parce que la loi est que sur les transitions médicales pour l'instant. Mais est-ce qu'on a besoin ou pas de faire une transition médicale? Et en particulier, il y a un enjeu autour des bloqueurs de puberté, qui sont finalement des traitements que l'on va donner pour arrêter la puberté pendant un temps, il ne faut pas que ce soit trop long, pendant un temps pour que l'enfant puisse se développer, pouvoir donner son consentement, vivre dans son genre, assumer son genre et assurer son genre. Et puis éventuellement, si l'enfant confirme son genre, ou l'adolescent, l'espèce confirme son genre, on peut donner des hormones. Si non, on arrête les bloqueurs et puis la puberté repart et il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et là, l'enjeu, c'est de dire,
Ces bloqueurs-là, à l'origine, il fallait complètement les interdire, mais là, on va les donner, mais que dans des cas qui ne sont pas compatibles. Et ce serait dangereux, ces bloqueurs-là. Il faut comprendre pourquoi on a besoin de prendre ces bloqueurs, pourquoi les enfants ont besoin de prendre ces bloqueurs. C'est parce que si on ne prend pas ces bloqueurs-là, on va enfermer les enfants dans une transition plus lourde, plus compliquée. Si, par exemple, une personne transmasculine a signifié à la naissance qu'il fait une transition masculinisante, ne prend pas ces bloqueurs, il y a la poitrine qui va se développer. Et la torsoplastie, l'opération pour retirer la poitrine, sera plus lourde. Déjà, il faudra peut-être la faire, alors que sinon, on pourrait ne pas avoir à la faire. Et si tant est qu'il faille la faire, il y aurait des cicatrices plus longues, plus grosses, plus visibles, à vie pour le coup, et qui seront beaucoup plus marquantes pour la personne que si la poitrine est moins développée. Et si on est dans le cas d'une personne transféminine, donc assignée garçon, c'est-à-dire que c'est une personne qui aura la mue de la voix, donc à vie, il faudra travailler avec de l'orthophonie qu'on a dû faire et qui est compliqué parce que la voix, elle ne se positionne pas comme il faut. Éventuellement, faire des opérations autour des cordes vocales, et là, c'est très lourd. Pas top. Et puis, les résultats ne sont pas extraordinaires C'est non plus. même interdit en France. Il y en a quelques-unes qui se font autour des cordes vocales, mais bon, voilà, c'est assez compliqué à faire et dans le résultat. Il y aura de l'épilation définitive à faire et qui peut être très lourde et qui peut être très douloureuse. Alors, selon les personnes, la carnation de peau, le poil, c'est plus ou moins compliqué, mais il peut y avoir ça à faire. Il va y avoir la pomme d'Adam qu'il faudra lisser. Donc il faudra faire une intervention pour la retirer. Il faudra faire une opération pour féminiser le visage, parce que le visage se sera masculinisé. Et en plus de ça, le squelette ne sera pas comme il faut. Et sans doute qu'il faudra faire aussi une intervention pour une augmentation mammaire. Donc pour dire, ça va coûter super cher à la Sécu de prendre en charge les personnes trans, ça coûtera vachement plus cher si on ne donne pas les bloqueurs. Parce qu'en donnant les bloqueurs, on va atténuer tout ça. Il n'y aura pas ces besoins-là, en tout cas pas spécifiquement ces besoins-là. Et c'est à ça que ça sert. C'est strictement à ça que ça sert. Et quand on voit les parents, je terminerai là-dessus pour vous laisser un peu parler quand même, parce que je suis gentil aujourd'hui, mais quand on voit les parents et qu'ils nous posent plein de questions autour de ça, on leur dit, mais il n'y a pas une bonne réponse. Il n'y a pas une réponse absolue. Nous, on a des tonnes de parents qui viennent nous voir en nous disant, mais je préfère, c'est compliqué quand même, je préfère que mon enfant attende ses 18 ans pour pouvoir engager sa transition. Et on leur dit, il n'y a pas de solution absolue, la solution, elle est adaptée à la personne. Mais par contre, dire, je ne vais pas prendre de décision, c'est prendre une décision. C'est prendre que la décision que la puberté va faire son taf et que son enfant va être engagé derrière à faire toutes ces opérations. J'ai le souvenir, moi, d'une mère qui était venue en disant « Je ne vais pas lui donner à ma fille trans les hormones, les bloqueurs, parce que si tant est qu'elle regrette, il faudra peut-être qu'elle fasse une mastectomie. Ça peut être une opération qui va lui laisser des traces. » Oui, sauf qu'il y a 99% des enfants qui parlent de leur transidentité, qui persistent dans leur identité de genre très largement. Le 1%, c'est souvent pour un cadre social qui est un peu compliqué. Donc il y a quand même 99% de risque qu'elle fasse toutes les autres opérations que j'ai listées tout à l'heure. Et elle a entendu ça. Et du coup, elle a dit, si mon enfant veut, je vais l'accompagner, on va voir comment ça peut se faire et comment ça peut être possible. Mais ça n'est possible que si on fait ça posément, selon le besoin de chacun et de chacune, et en ayant tous les éléments. Et c'est pour ça que nous, on sort beaucoup de documentation pour expliquer. Pas pour dire, prenez des hormones, on s'en fout que les gens prennent des hormones. Ce qui est important, c'est que les gens prennent ce qu'ils ou elles ont strictement besoin. Lexi. Moi, ce que je veux rappeler, ce qui est souvent ce qu'on nous envoie un peu au visage quand on rappelle ces données-là, ces faits-là, c'est que les adultes qui aujourd'hui parlent pour les enfants trans et parlent de ces protocoles qui existent et qu'on veut permettre qu'on veut rendre possible, rendre accessible aux enfants, sont pas des adultes qui parlent de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. On parle d'un point de vue qui est celui de personnes qui auraient eu besoin et qui mesure au quotidien aujourd'hui le poids de cette incapacité d'y avoir accédé. Parce qu'il y a encore, ne serait-ce même que 5 ans, c'était tellement moins entendu, tellement moins connu, tellement moins d'informations qui circulaient, que déjà, il y a même juste 5 ans en arrière, des parents étaient encore plus perdus sur ce qui était possible. Ensuite, comme on parlait de cette espèce de double standard, de poids, de mesure autour de l'âge des 25 ans. On a tout à fait le droit de faire une rhinoplastie avant 25 ans, mais on ne pourrait pas prendre de bloqueurs de puberté ou faire des traitements hormonaux, prendre des traitements hormonaux. Ou faire une rhinoplastie si on est trans. Ou faire une rhinoplastie, c'est vrai. Le même double standard, en fait, il s'applique autour des bloqueurs de puberté. Ces bloqueurs de puberté ne sortent pas de n'importe où et n'ont pas été inventés par des personnes trans pour des personnes trans. C'est un traitement qui a été mis en place par des endocrinologues et des sexologues pour des enfants non trans, des enfants cis, dont on estimait que la puberté était trop précoce ou avait des effets trop intenses. Une fille qui devenait trop poilue, une fille qui devenait trop grande, principalement. Et on parle de critères esthétiques.
aucune des discussions sur l'application de ces bloqueurs de puberté à des enfants trans ne prend en compte et ne parle de potentiels dangers appliqués à des enfants cis. Alors que s'ils sont dangereux, ils sont dangereux pour tous les organismes et au même dosage. Ce double standard, il révèle en fait que la question, elle est sociale. Et la discussion qui existe autour de l'accessibilité des transitions, elle crée et elle nous revient à des violences sociales constantes qu'on vit en tant que personne trans, à savoir que si on veut exister, on doit traverser, on doit être affronté, on doit accepter un destin misérabiliste. On doit aller mal. Une personne trans n'est accessible, ça va avec de toute façon toute une culture de martyrologie de la minorité qu'on nous impose dans nos sociétés. Et la personne trans acceptable, c'est une personne trans qui souffre et qui fait face courageusement à cette souffrance, ou alors qui cède, qui se suicide. Et dans ce cas-là, oh c'est dommage, c'est triste, bouhou. Mais de toute façon, c'est un peu comme ça que à ce à quoi vous êtes destiné. Les personnes trans sont constamment ramenées à un devoir d'hyperféminité ou d'hypermasculinité, sans quoi elles ne sont pas même montrables et audibles dans notre paysage public. Il suffit de voir qui sont les personnes trans qui sont reçues, qui sont entendues, qui sont connues. Mais en même temps, les outils pour remplir ces conditions de présentation sociale, on nous les rend toujours plus compliquées. Ça revient à cette volonté. Socialement, une personne trans doit souffrir. On ne peut pas vivre confortablement et on ne peut pas non plus pouvoir faire machine arrière. C'est pas possible. Cassandre, je te vois acquiescer largement. Oui, et en plus, tout ça, ça ramène aussi à la place qu'a la figure de l'enfant là-dedans. En fait. C'est-à-dire que la figure de l'enfant, c'est une figure d'innocence, c'est une figure de quelque chose, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas, encore perverti par la société. Tu vois. Donc, il y a, derrière tout ça, en fait, il y a aussi une réification de l'enfant et un maintien dans un statut de minorité qui ne correspond pas du tout. Déjà, on parle des enfants. Alors, il y a l'enfance et l'adolescence qui ne sont pas forcément des étapes les mêmes de la vie, mais ça rentre aussi en règle générale dans une façon qu'on a de continuer de considérer et d'infantiliser, ça peut paraître contradictoire de dire ça comme ça, mais d'infantiliser les enfants, c'est-à-dire de les maintenir dans un stade de dépendance permanente et de sous-développement permanent où en fait ils ne peuvent jamais finalement consentir, donner leur avis, etc. Mais c'est des aspects qu'on voit dans d'autres aspects de la vie politique actuellement. Lorsqu'on voit que récemment le gouvernement de Gabriel Attal discutait d'une restriction du temps d'écran par exemple, ou alors même de certains couvre-feux, de que certains enfants restent plus longtemps à l'école pour éviter qu'ils fassent des conneries, etc. Il y a une tendance générale dans la société à considérer que l'enfance, il faut la mettre au pas, qu'elle ne veut pas s'exprimer par elle-même. Si on regarde par exemple dans la charte des droits de l'enfant, qui est quand même les droits internationaux reconnus pour les enfants, il y a l'idée dans cette charte d'une capacité des enfants à participer à la vie politique par exemple. Et cette capacité-là est sans cesse niée au nom justement de ce statut d'enfant. Donc c'est aussi toute une société qui, non pas, parce que évidemment les enfants, les jeunes ne sont pas naturellement intelligents socialement, intelligents politiquement, c'est quelque chose qu'on leur enseigne, mais si jamais on ne leur enseigne à vivre en société, et bien jamais ils vont le développer avant la majorité, on leur dit hop c'est bon, t'as le droit de voter, bonne chance, démerde-toi avec ça. On a des lois qui historiquement sont sur la question de la propriété des parents sur les enfants. Oui. En gros, quand on réfléchit et quand on entend parler d'autorité parentale, c'est un petit peu ça. Je suis propriétaire de mon enfant et je vais décider de la vie de mon enfant. Un bien mobilier. Alors que ce n'est pas la réalité de la loi. Mais c'est l'esprit qu'il y a dans la tête de plein de gens, et en particulier les sénateurs et les sénatrices qui ont été sur ce texte-là. D'ailleurs, des amendements qui ont été écartés, des amendements qui disaient que ça serait bien d'intégrer l'enfant dans les prises de décision. Et alors là, ils ont été écartés. Et à l'inverse, des amendements qui ont été faits pour dire que la présence, alors que c'était prévu dans une des versions par le rapporteur, la présence de l'enfant dans les réunions pour décider de son avenir serait soumise à l'autorisation des parents. C'est-à-dire que les parents peuvent décider que l'enfant ne serait pas présent lors de la prise de décision pour son avenir personnel. Et là, on ne parle pas d'enfants de 7 ans. Là, on parle d'enfants qui vont arriver sur les bloqueurs, donc c'est 12 ans, ou qui peuvent être arriver plus tardivement sur les prises en charge, donc 14, 15, 16 ans. Et il faut comprendre aussi, il faut regarder un peu le texte. Là, je parle de texte de loi qui existe sur l'autorité parentale, qui dit que c'est un ensemble de droits et de devoirs, etc. Et dans l'article 371.1 du Code civil qui parle de l'autorité parentale, ça dit que ça doit se faire dans le respect qui est dû à l'enfant et sans violence physique ou psychologique. En tant que personne trans, on peut clairement le dire, et je crois que même une personne cis, donc qui n'est pas une personne trans, peut le comprendre, le fait tous les jours de se faire mégenrer, tous les jours de ne pas être reconnu dans son identité, c'est une violence psychologique majeure. Donc considérer qu'un enfant qui est à la maison va se taper du mégenrage
Et encore, sous l'autorité parentale des parents, c'est à peu près la même chose que considérer qu'un enfant qui tous les jours se prend des beignes de la part de ses parents est encore sous l'autorité parentale. Si à l'école tous les matins un enfant revient avec un œil au beurre noir, il ne va pas se passer 2 jours avant qu'il soit isolé, protégé. Si c'est un enfant trans qui est mégenré, il peut se passer toute son adolescence avant qu'il soit sorti du cadre parental. Moi, il y a 2 choses sur lesquelles je voulais revenir. C'est, tu parlais de ce maintien dans un statut d'infantilisation. Mais en fait, on a une très longue histoire d'infantilisation légale d'éléments qu'on veut contrôler socialement. Jusque quand les femmes ont été considérées, c'était le terme, des mineurs à perpétuité, enfin des mineurs légaux. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau non plus. C'est juste que avec effectivement la conquête de certains droits qu'on considère de plus en plus inaliénables, eh ben la cible de contrôle, elle se déplace. Et ça revient à ce que tu disais aussi sur le fait que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de remettre en question les droits acquis par la communauté LGB. Mais le T est encore beaucoup plus frais dans une conscience collective et de fait est beaucoup plus facile à instrumentaliser et à maintenir dans un contrôle social. Le deuxième point sur lequel je veux revenir, c'est on a toutes ces questions de mégenrage, de transphobie, de violence psychologique contre les personnes trans, c'est encore largement débattu. À chaque fois qu'on en parle, il y a toujours quelqu'un pour nous dire oui, mais est-ce que c'est pas une question de sensibilité, de perception personnelle? Il y a un rapport qui a été émis en 2020 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à l'occasion du 17 mai, donc Journée internationale contre les LGBT-phobies, qui rappelle la définition de discrimination, de la transphobie comme un délit dans le code civil et dans le code pénal. Et que c'est le ministère qui l'estime, dans les violences spécifiques, donc dans ces discriminations, il y a tout ce qui entre dans toutes les discriminations, la violence physique, les insultes, les pressions psychologiques, mais qu'il y a aussi des spécificités au cas de la transphobie, et ça inclut le mégenrage, ça inclut le fait de sexualiser les personnes trans, ça inclut le fait de nier l'identité de genre d'une personne, de l'empêcher de mettre à jour des papiers qui ne sont pas liés à des formulaires administratifs officiels. Je pense notamment à la carte étudiante. Vous pouvez la changer même sans avoir changé de prénom. Donc, c'est même pas nous, en fait, qui inventons, nous, on le vit. Mais on s'appuie pour en parler sur des faits établis. C'est défini. C'est pas parce que c'est pas appliqué et que c'est pas connu que ça n'existe pas. C'est défini. Et du coup, cette minorisation, elle vient énormément aussi par la psychiatrisation. Je veux revenir sur un article de la loi qui est totalement bizarre et qui n'avait absolument pas sa place dans la loi au Sénat, le fameux article 4, pour un grand plan de pédopsychiatrie en France. Et tout le monde a dit d'ailleurs le soir même que ça n'avait pas de rapport, et qu'on l'avait mis là, c'est pratique. Mais parce que justement, la psychiatrisation, le fait que pour pouvoir être reconnu, et reconnu que ce soit socialement ou encore une fois administrativement dans notre identité, on doit passer par le jugement d'un psychiatre. Alors on considère que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, même si dans certains endroits, ça reste quand même une case obligatoire par laquelle il faut passer. Et c'est un des instruments de minorisation, puisque ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous ne sommes pas lucides nous-mêmes pour nous autodéterminer. Et c'est quelque chose qui est quand même assez... Et encore une fois, voilà, le fait que ce fameux article sur un grand plan de pédopsychiatrie ait été mis dans cette loi alors même qu'il n'a rien à voir, en fait, c'est précisément qu'il a tout à voir, puisque tout renvoie précisément à ce fait d'enlever aux mineurs trans et d'enlever aux personnes trans en règle générale la capacité à consentir pour elles-mêmes, la capacité à être reconnue comme lucide finalement. Anaïs ? Il faut comprendre un peu le contexte dans lequel on est, parce que ça donne un peu l'impression qu'on arrive comme ça, qu'on parle de dépsychiatrisation, de psychiatrie, etc. Mais il faut comprendre qu'on est sur une histoire qui est extrêmement récente sur la dépsychiatrisation de la transidentité. L'Organisation mondiale de la santé a sorti la transidentité des troubles mentaux officiellement au 1er janvier 2022. Ça a été voté en mai 2019, mais c'est rentré en vigueur au 1er janvier 2022. C'était ce qu'on appelle la CIM, la classification internationale des maladies 11, et avant la 11, il y avait la 10. La 10, elle est rentrée en vigueur au 1er janvier 1993, et elle avait ceci de particulier qu'elle portait la dépsychiatrisation de l'homosexualité. Donc on est en matière de transidentité, là on était il y a 29 ans en matière d'homosexualité. Alors parfois quand je fais une petite boutade parce que je trouve que je suis une vieille dame, qu'il y a 29 ans j'étais à peu près dans les âges où j'étais identifié garçon et plutôt attiré par les garçons, donc j'ai un peu vécu la dépsychiatrisation de l'homosexualité, et là 30 ans après je fais la dépsychiatrisation de la transidentité en faisant ma transition, donc définitivement j'ai pas de pathologie mentale, mais à part ça je le prends pas que pour moi, parce que bon, même si c'est important, j'imagine que l'OMS a fait ça pour moi, mais au-delà de ça c'est vrai qu'il faut comprendre que tous les systèmes de santé qui sont en place aujourd'hui n'ont pas été changés au 1er janvier 2022. C'est-à-dire que toutes les personnes qui prenaient en charge les personnes trans avant le 1er janvier 2022, et même avant le vote de mai 2019, sont encore là.
et font encore de la prise en charge. Et toutes les équipes médicales qui ont été maltraitantes sont encore là. Alors il y a des équipes médicales qui sont positives, qui ont bien accompagné et qui continuent à bien accompagner. Nous, depuis 2017, on fait de la démocratie sanitaire en faisant porter la voix des personnes concernées auprès des réunions de concertation pluridisciplinaire des hôpitaux parisiens pour les mineurs trans. Mais on est une exception absolue. On est une exception absolue d'avoir 3 associations présentes dans ces réunions-là, alors que normalement, on décide pour nous. Et il faut comprendre le système qui existait avant, qui était extrêmement normalisateur sur les transidentités. Si vous vouliez faire une transition, quel que soit l'âge, mais pour le coup plutôt majeur, parce qu'avant on ne prenait pas trop en charge. Si vous vouliez faire une transition, obligatoirement, il fallait vouloir faire une opération génitale, sinon ça ne servait à rien de faire une transition. Il fallait vouloir prendre des hormones. Et on passait, quoi qu'il arrive, par une phase d'évaluation psychiatrique qui passait par une période d'expérience de vie réelle. C'est en gros, il fallait vivre son genre sans rien avoir eu, sans opération, sans rien du tout, sans épilation, sans tout ça. Il fallait vivre son genre. Il fallait être extrêmement binaire et caricatural. Il fallait être hétérosexuel dans son genre de destination. Il fallait ne pas avoir été marié. Il ne fallait pas avoir d'enfant. Il ne fallait pas faire de travail du sexe, il ne fallait pas être séropositif ou séropositive, il ne fallait pas être trop gros ou trop grosse. C'était extrêmement normalisateur. En fait, c'était une machine à remettre dans le droit chemin des personnes qui devaient devenir des Barbie ou des Ken hétérosexuels parce que la société n'acceptait de prendre en charge les personnes que pour les remettre dans un droit chemin comme ça. Et on sort de là. Et quand je parle de ça, ça peut vous paraître un truc hallucinant, c'était au XXIe siècle. C'était les protocoles, ce qu'on appelle les protocoles SOFECT. La SOFECT a été créée en 2009 en réaction à la création des associations dans cette période-là. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est encore très très récent et qui est encore très présent dans la tête de beaucoup de médecins qui prennent en charge des personnes trans. Ça évolue, mais ça prend un temps fou, sachant qu'il n'y a toujours pas de formation sur la prise en charge des transidentités pour les professionnels de santé, même si on va commencer à y travailler, mais on a un retard hallucinant sur ça. Pour continuer sur cette question de l'héritage, où on est, d'où on vient, moi quand j'ai commencé ma transition, l'un des premiers rendez-vous que j'ai eu, parce que j'ai fait un parcours très officiel et j'ai commencé avec un suivi psychiatrique de 2 ans, comme ce qui veut être imposé, j'ai souvenir d'un rendez-vous un matin à 8h, chez mon psychiatre, histoire d'illustrer ces idées. J'avais 1 heure de transport, j'ai mis les baskets. Je suis arrivé dans le cabinet du psychiatre, il m'a dit bonjour, il m'a regardé de haut en bas, il m'a dit c'est pas très féminin les baskets quand même. On attend de nous qu'on soit constamment les stéréotypes du genre les plus poussés, tout en nous reprochant de nous y conformer. Et pour aussi revenir sur d'où on vient avant ça, on vient effectivement on a dépsychiatrisé la transidentité, elle était considérée comme une maladie, ça a été considéré comme un trouble, il y avait plusieurs classifications, mais ces premières classifications et la mise en place de ces protocoles, à la base de la base de la base en Occident, ça vient quand même de toute une théorisation qui est aux mains de sexologues, de psychanalystes, qui font pas d'études scientifiques poussées avant de mettre en place ni leurs textes ni les protocoles sur nous. On veut se référer absolument à des études scientifiques ultra poussées, mais la base de comment on est considéré, on était considéré comme dégénéré sexuel, c'était le terme, on est considéré comme malade, on est considéré comme assimilé à plein d'autres maladies mentales comme la bipolarité, et tout ça sans recherche préalable avant de poser ces bases qui servent de base à ce qu'on vit encore aujourd'hui dans nos protocoles de transition. Donc la base elle-même n'est pas solide et c'est d'autant plus difficile de mener aujourd'hui des recherches scientifiques qui doivent permettre à avoir des faits, des données factuelles, objectives sur un état qui, lui, de base, ne l'était pas. Tu voulais intervenir, pardon ? Non, mais c'est juste pour rebondir. Justement, c'est un immense argument des anti-trans de parler justement de ce traitement des bloqueurs de puberté, même des hormones croisées, etc., comme quelque chose d'expérimental. Mais il y a quelque chose aussi où il y a aussi un truc où ils disent que c'est prescrit, et c'est vrai. Par exemple, pour la testostérone que je prends, c'est prescrit hors autorisation de mise sur le marché. J'en avais parlé la dernière fois quand on parlait de testostérone. Et donc, du coup, c'est les médecins qui jouent un petit peu aux apprentis sorciers exactement avec nous. Sauf qu'en fait, on ne demande que ça, qu'il y ait des études. C'est que précisément, c'est parce qu'on est considéré comme une population qui n'est pas pertinente économiquement ou même scientifiquement qu'on est éloigné de toutes ces études et que rien n'est mis en place. Il y a plein de choses sur lesquelles on adorerait qu'il y ait plein d'études. Mais précisément, en fait, cet argument-là de c'est expérimental, il n'y a pas assez d'études, et du coup de renvoyer après à des études qui n'ont aucun fondement, comme en parlait Lexi, c'est une façon en fait de, en mettant fin
aux prescriptions et en mettant fin finalement à tout ça, d'empêcher aussi que ces études arrivent. Donc c'est aussi, encore une fois, on rentre aussi dans ce genre de faux arguments qui déforment cette réalité-là qui a notre désavantage pour, soi-disant, pour nous protéger, mettre en place une société dans laquelle on ne puisse plus exister. En fait. D'autant que, j'en ai pour une minute, pardon, d'autant que quand c'est nous qui nous formons pour faire ces études après, en sociologie, en médecine, si c'est nous, parce qu'on est trans, l'étude ne vaudra rien, de quelque façon qu'elle ait été menée. Ça revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure en disant que pourquoi on donne la parole qu'à des personnes concernées sur les transidentités. J'ai jamais entendu un débat sur l'éducation nationale dans lequel on considérait que le fait qu'il y ait des parents d'élèves, ce soit des gens qui soient subjectifs et que c'est pas les personnes à qui il faut donner la parole parce qu'ils ont un point de vue, celui des parents d'élèves. Et donc en tant que personne concernée, c'est un petit peu ballot. Pour les transidentités, bizarrement, on n'a pas le droit de parler parce qu'on est jugé parti, alors que les parents d'élèves ne seraient pas jugés partis de l'éducation de leur enfant. J'ai un petit doute quand même dans l'histoire. Mais en fait, pour revenir un petit peu sur le texte et sur ce dont tu parlais sur les études, il faut comprendre aussi que ce texte-là, il a quelque chose d'assez exceptionnel par rapport aux autres contextes dans lesquels on peut être dans les autres pays européens. On a parlé, parce que c'est largement exploité sur la Finlande, la Suède, la Grande-Bretagne, etc., en disant qu'il y avait des retours en arrière. Non, en fait, c'est des encadrements, c'est des choses qui sont plus ou moins compliquées, qui ont été poussées là-dessus. Oui, puis l'influence de la politique, c'est aussi des gouvernements qui en même temps se droitisent et reviennent à des gouvernements. Il y a des gouvernements de coalition avec je crois que tu voulais en parler justement. Mais je vais juste terminer sur ce point-là, parce que c'est un élément important, c'est que dans ces pays-là, les soi-disant retours ou les encadrements ont été faits par des autorités de santé, pas par la loi. C'est-à-dire qu'on est le seul pays en Europe, ça a été le cas dans les États aux États-Unis, les États trumpistes aux États-Unis, mais en Europe, on est le seul pays dans lequel récemment on a dit on va a priori interdire sans qu'il y ait de base, parce qu'il n'y a toujours pas les recommandations de la Haute Autorité de Santé, sans qu'il y ait de base médicale pour dire il y a un problème, donc il faut l'encadrer d'une façon ou d'une autre. Peut-être que s'il y a un problème, il faut l'encadrer, mais en l'espèce, on n'a pas laissé la possibilité d'étudier réellement les éléments. Et donc, on serait un peu dans ce truc extraordinaire de dire, spécifiquement en France, on interdit a priori. Et dans tous les autres pays dans lesquels il y a eu un encadrement, qui sont pourtant donnés comme modèle, quand on entend la Suède, la Finlande, le rapport Cass en Angleterre, etc., les personnes qui s'opposent considèrent que c'est le modèle absolu. Et dans ces pays qui sont modèles absolus, dans tous, il y a toujours des possibilités de faire des transitions. Alors parfois, c'est très compliqué, mais il y a toujours des possibilités de faire des transitions. Et dans tous, il y a toujours la possibilité de faire des études. Là, la loi telle qu'elle a été proposée, la possibilité de faire des études sur le bienfait d'encadrer ou pas n'existe simplement pas parce qu'il y a des interdictions absolues. L'interdiction de donner des hormones, par exemple. Donc on ne pourra faire aucune étude pour savoir si le fait de donner des hormones peut améliorer les choses pour les personnes qui rentreraient dans des protocoles expérimentaux, ultra encadrés, etc. Et les études, en France, il y en a très très peu qui sont faites sur les transidentités. Et on est dans un état de la santé publique qui est dramatique. À l'hôpital public, on ne va pas refaire tout le débat là-dessus, mais c'est vraiment dramatique. Je vais juste vous donner en illustration un élément extrêmement personnel. Il se trouve que j'ai fait une vaginoplastie, parce que je suis très caricatural comme meuf, donc je suis comme ça, et j'ai fait une vaginoplastie à l'hôpital public en France. Je me suis dit, il n'y a quand même pas des masses, il va y avoir 50 études qui vont être faites autour de ça, savoir comment je vais avant, comment je vais après, comment ça va se passer, comment machin, etc. Et en fait, rien. Enfin non. J'ai eu droit à une étude quand même. On m'a demandé si je étais d'accord pour donner mon corps à la science. Donc j'étais gentil, j'ai donné mon corps à la science. J'ai donné mon urètre pour qu'il y ait une étude pour comprendre les modalités de contamination au VIH/SIDA des hommes cis. En fait, moi en tant que femme trans, il y a 0 étude sur moi, mais par contre j'ai donné mon corps pour améliorer la santé des hommes cis, ce qui est quand même un truc extraordinaire et qui montre à quel point on a un vrai sujet là-dessus. Toutes les équipes n'existent que par des projets, elles ne sont pas stabilisées. Il faut réellement qu'on ait une santé qui soit capable d'être inclusive des personnes trans, qui puisse avoir de la prise en charge en proximité, partout, et qu'elle soit dotée de moyens suffisants, pas que sur les enjeux de transidentité, pour qu'on puisse et accompagner les personnes, et faire des études pour améliorer la santé des personnes. Et là, pour le coup, comme il adore ça, le président, va lui dire, mais c'est l'image de la France. Étant donné que la France, on est à l'air vraiment de tout pourri, parce qu'on ne fait même pas une étude pour pouvoir pousser les choses comme il faut. Il n'y a que les associations qui essayent de faire quelque chose. Tu citais le rapport Cass, donc, qui a été commandé à les pédopsychiatres, je crois, Madame Cass. Il me semble qu'elle est pédopsychiatre.
pour servir de recommandation justement sur l'encadrement et sur les futures, enfin les décisions politiques à prendre sur l'encadrement des transitions au Royaume-Uni. C'est en train d'être appliqué. Aujourd'hui même, ils ont interdit par anticipation et en urgence l'accès aux bloqueurs de puberté. Ce rapport, depuis qu'il est sorti, il a été doucement décortiqué. Il a exclu volontairement près de 90% ou plus de 90%, j'ai plus le chiffre exact, des études qui avaient été, je ne sais pas comment on dit en français, double... Oui, en fait, c'est des grades. En fait, les études sont gradées. Oui, c'est ça. Selon le fait qu'on... Selon le nombre de fois où on les reteste et on les réapplique et on les vérifie. Elle a exclu la majorité de ces études parce que la majorité de ces études démontrent les bienfaits des bloqueurs de puberté. Le retrait de la Finlande qui est toujours utilisé comme l'exemple de vous voyez, c'est bien que c'est dangereux. En fait, c'est aussi il est basé sur un autre dossier dont Madame Cass s'est inspirée. Donc en fait, croire que les décisions politiques qui sont prises est basées sur des dossiers qui sont effectivement censés être scientifiques est objectif, sans qu'il y ait de possible influence d'un contexte politique qui est de droitisation absolue de ces pays. Tu es en train de mordre sur le domaine de je te laisse la parole tout de suite. C'est une illusion, c'est une naïveté, mais de toute façon, sur les questions de transphobie, de violence contre les personnes trans, le grand public accepte et se maintient dans une naïveté parce qu'elle leur permet de dire non, il se passe rien de grave, c'est pas un problème de santé publique. Et la question du suicide, qui est toujours avancée comme, pareil, un grand argument pour ne pas prendre de décision en notre faveur, transaffirmative, comme ils disent, est aussi une de ces naïvetés absolues. Les suicides des personnes trans, c'est une question de fragilité innée et pas une question de santé publique. Ouais, et donc c'est parfait parce qu'en plus c'est plein de techniques. On est vachement bien en transition. On est trop fort en transition. Mais c'est vrai que dans les discours anti-trans, on nous présente un petit peu justement ces pays, la Suède, la Finlande, qui reviennent en arrière comme une espèce de mouvement naturel, un peu comme les vagues qui viennent et reviennent sur la... Voilà, c'est naturel. S'ils sont allés trop loin, donc naturellement, ils devaient forcément serrer la bride. Sauf qu'en fait, ça vient à dépolitiser ce qui se passe derrière. C'est qu'en fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a des mouvements militants contre les personnes trans. Un exemple qu'on donne, c'est que si on s'amuse à tirer par exemple la pelote de laine de ce fameux rapport LR, on trouve du coup Céline Masson et Caroline Eliachef qui préside l'Observatoire de la Petite Sirène. Observatoire de la Petite Sirène qui est proche d'un groupe qui s'appelle le WOLF, c'est le Women's Liberation Front, qui est un groupe donc anti-trans, qui lui-même collabore avec la Heritage Foundation, qui est une fondation états-unienne évangélique, qui s'est fondée notamment à l'époque dans les mouvements anti-avortement, contre l'amendement pour les droits égaux, dans lequel il y avait une immense campagne antiféministe à l'époque, contre le mariage pour tous, etc., et qui sont notamment à l'origine d'un immense lobbying pour... justement cette remise en question de Roe versus Wade aux États-Unis, et donc cette remise en question du droit à l'avortement au niveau fédéral. Par ailleurs, ce même groupe va être reçu au Sénat le mois prochain. Exact. Bref. Donc en fait, on peut tirer en fait, et quand on s'intéresse à ça, ça repolitise la question, parce qu'on voit qu'il y a vraiment, des groupes réactionnaires qui sont organisés et qu'on connaît sur d'autres sujets, qu'on connaît sur les questions féministes, et que comme par magie sur les questions trans, ces groupes n'existeraient pas. Donc il y a véritablement un mouvement au niveau international, et en fait un mouvement justement qui s'inspire mutuellement de leurs différents arguments. En fait, c'est-à-dire que nous, en tant que militants et militantes français, si on a pu aussi prédire et ce qui allait se raconter comme bêtises sur nous, c'est aussi parce qu'on a vu cette rhétorique être diffusée dans ces autres endroits. Par exemple, typiquement, l'exemple de la Suède, par exemple. On nous présente tout le temps la Suède comme un pays pionnier sur les questions trans. Non, la Suède est un pays pionnier sur l'éducation non genrée, sur l'éducation paritaire à l'école. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, ça a été dénoncé par la France parce que c'était la preuve du wokisme de la Suède et que la théorie du genre était appliquée en Suède. Tiens, la théorie du genre. Autre sujet mis sur la table par la Manif pour tous, qui s'opposait au mariage homosexuel pour des raisons de genre, parce que ça allait mettre en bordel le genre des enfants, enfin bref. Mais donc cette Suède-là qu'on nous présente comme un pionnier, elle est pionnière en quoi? Elle est pionnière dans le fait que c'était le premier pays à imposer pour la possibilité de changer de sexe à l'état civil, parce que donc à l'époque on ne pouvait pas changer de sexe à l'état civil, voilà, c'était interdit, etc. Et la Suède a été le premier pays à se dire très bien, on peut changer de sexe à l'état civil à condition d'être stérilisé. Ce qui est une violation des droits fondamentaux de la personne humaine. Et la Suède a mis ça en place. Du coup, tous les pays européens à peu près ont mis en place des législations semblables. La France a mis en place une législation semblable pour laquelle elle a été condamnée en 2017. Comment ? Jurisprudence en France, c'était pas une législation. Oui, en effet, c'était pas jurisprudence, en effet.
Mais du coup, bref, c'était le modèle pour lequel la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2017, justement pour violation des droits humains. Donc, la Suède est pionnière, en tout cas, moi, de tout ce que je sais que la Suède est pionnière en termes d'eugénisme vis-à-vis des personnes trans. Donc, il y a aussi plein d'aspects comme ça où tout ce rouleau compresseur de propagande qu'on a, et encore une fois, qu'on nous remâche encore une fois depuis la Manif pour tous, qui nous disait, regardez, la Suède, comment dire, ils font de la propagande bizarre sur les enfants à l'école. Bah, en fait, c'est des discours qui circulent de partout, c'est des discours qui circulent au niveau international et qu'on connaît bien. Pareil, en Grande-Bretagne, il y avait la question de la clinique Tavistock, alors donc qui était une clinique à Londres qui centralisait un petit peu toutes les demandes de transition des mineurs notamment. Il y a eu une personne qui a détransitionné, donc qui est revenue en arrière et qui a poursuivi en justice cette clinique. Qui a gagné en première instance et qui a perdu en appel, mais comme elle a gagné en première instance, tout le monde s'est rappelé qu'elle a gagné. Et ça a mené donc ça a permis en fait de mettre en place une campagne de propagande en disant regardez, le mouvement trans a été vaincu parce que cette personne a gagné son procès. Et ensuite, regardez, le mouvement a été vaincu parce que la clinique a fermé. En réalité, la clinique a été fermée pour être délocalisée parce qu'il y avait un gros problème de suivi, parce que c'était une clinique centralisée et que c'était très compliqué de faire un suivi efficace, par exemple. Bon, on attend que les autres rouvrent, n'empêche. Mais bref, donc c'est plein de petites désinformations qui arrivent ici et là, qui si on arrive de l'extérieur, si on ne connaît pas exactement comment se structurent et comment discutent entre eux en fait ces différents militants anti-trans, ça peut être confusant, ça peut être utilisé pour justifier de en effet, peut-être qu'on va trop loin, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des inquiétudes légitimes, voilà ces fameuses inquiétudes légitimes. En effet, ça peut convaincre sur un point de vue purement émotionnel, mais c'est d'autant plus frustrant pour nous puisque on connaît ces réseaux, on sait exactement ce qu'ils vont dire, on connaît leurs manipulations. Mais le temps qu'on les détricote une par une, il y a déjà CNews qui a invité 3 fois Marguerite Sen et Dora Muto, quoi. Et puis humainement, ces questionnements légitimes, croire qu'elles sont exclusivement aux mains de personnes neutres parce que cis et qui sont les seules à être capables à prendre du recul alors qu'on se les pose, mais pendant des années avant de oser verbaliser, oser faire un coming out, c'est complètement une hypocrisie absolue. Bien sûr qu'on doute, bien sûr qu'on se pose des questions, bien sûr qu'on fait 12 000 recherches pour être sûr d'être sûr d'être sûr. Et en fait, c'est d'autant plus difficile après de pouvoir contrer ces arguments et pouvoir faire entendre nos voix quand on entend, tu parles de ces réseaux, qu'ils ont en fait même réussi à intégrer notre vie politique et notre vie publique. Tu mentionnais l'idée de théorie du genre. C'est un concept qui n'est pas un concept juste de prudence. C'est un concept qui a été inventé mot pour mot par le légat du pape à l'ONU. Et qui aujourd'hui est complètement omniprésent dans les discussions sur l'éducation, sur le genre, sur la transidentité, sur les personnes LGBT. Rien n'est neutre. On est dans ce mouvement-là qui est considéré... En fait, dès qu'on parle de transidentité, on dit qu'on est woke et qu'il y a un gros problème avec ça et que c'est dangereux d'être woke. Personne ne sait jamais dire ce que ça veut dire. Voilà, donc moi j'ai une interprétation et je l'assume, mais d'avoir conscience de qui on est, des privilèges et des discriminations qu'on peut subir, et je ne crois pas que ce soit négatif d'avoir conscience de qui on est, des privilèges et des discriminations qu'on peut subir. Socialement et de les savoir. Donc c'est plutôt intéressant de savoir qui on est et d'où on parle, mais bon, indépendamment de ça tourne beaucoup autour de ça avec un élément très très politique. On a, nous, fait partie de la WPAS, qui est une organisation internationale qui prend en charge la santé des personnes trans. Et dans ce cadre-là, il y a des congrès. Et lors d'un congrès, il y a l'université de Yale aux États-Unis qui a présenté, il y a 2 ans maintenant, une étude avec la façon dont les mouvements s'organisaient pour pouvoir, dans les différents pays, faire passer cette théorie anti-trans et cette campagne anti-trans lancée assez fortement, et qui montrait que le premier truc, c'était de commencer à dire aux médias qu'il y a un débat qui peut exister, on revient à notre première question, il y a la possibilité de ne pas être d'accord, qu'il peut y avoir du oui, du non, et après on commence à rajouter d'autres éléments, on commence à dire qu'il faut laisser la parole aux deux côtés, on va faire des listes avec des noms, avec des personnes qui vont avoir des termes les plus pompeux de la Terre, mais qui n'ont jamais vu de personnes trans. C'est exactement ce qu'a fait l'Observatoire de la Petite Sirène, avec des professeurs en pharmacie, qui sont des grands experts en matière de transidentité des mineurs, par définition, enfin tout le monde le sait, avec des vétérinaires, avec des gens qui ont des titres de tous les côtés pour pousser ça, et avec en plus
plein de campagnes qui sont lancées, des tribunes qui sont lancées pour agréger des gens et pour essayer d'infiltrer tous les endroits possibles et imaginables. Et après, il y a l'idée de dire on va faire sortir des sociétés qui vont avoir les noms les plus pompeux de la Terre pour donner l'impression qu'on est sérieux dans ce qu'on sort. Et au contraire, on va dire que les sociétés qui sont sérieuses, on va les discréditer. Donc on discrédite la PHP en disant ils sont aux mains des personnes trans et donc on leur fait une pression pas possible. On discrédite la Haute Autorité de Santé parce que la Haute Autorité de Santé fait ce qu'elle fait pour toutes ses recommandations, c'est-à-dire qu'elle intègre les personnes concernées, qu'elles soient trans ou pas, c'est dans toutes les recommandations. Et là, le fait est qu'elle nous a intégrés, donc c'est scandaleux. Et puis à l'inverse, on va faire parler des entités qui n'ont pas de valeur. Par exemple, l'Académie de médecine. Peut-être que des gens vont découvrir qu'elle existe. Ça fait partie de l'Institut de France. Il y a l'Académie française, l'Académie de médecine et plein d'autres académies qui sont toutes plus réactionnaires les unes que les autres, mais qui sont extraordinaires pour ça. L'Académie de médecine, c'est... Elle est connue pour être comme ça quand même. L'Académie française, c'est Yale, il faut surtout pas. L'écriture inclusive, faut surtout pas. L'Académie des sciences morales et politiques a décerné un prix à l'Observatoire de la Petite Sirène, qui est un prix de féminisme, rigole pas, un prix de féminisme qui est donné par un institut qui a, je crois, 90% d'hommes dans ses rangs, ce qui quand même donne une légitimité sur le féminisme, et l'Académie de médecine qui a à peu près la même proportion d'hommes dans ses rangs, qui a fait une recommandation, enfin pas une recommandation, une communication pour dire qu'il était urgent d'attendre pour la prise en charge des mineurs trans et qu'il fallait faire très très attention. Ils ne disent pas qu'on n'a pas le droit de prendre en charge, mais il faut faire vachement attention. Et c'est basé sur 5 études. Une qui est la seule valable, mais qui n'est utilisée que pour une définition de vocabulaire, ça ne serait pas drôle sinon, et les 4 autres qui sont à peu près toutes celles qu'on connaît habituellement, les Littmann, etc., qui posent plein de sujets là-dessus, et qui ramènent à ces phrases empiriques de dire face à l'explosion du nombre de détransitions sans qu'il y ait aucune étude qui montre quoi que ce soit dessus, c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'explosion du nombre de détransitions, il n'y a même pas d'explosion du nombre des transitions, et donc on revient sur exactement ce même gimmick, et avec après tout un guide sur l'utilisation de la science, le détournement de la science pour la désinformation qui a été utilisé dans tous les États trumpistes, et c'est exactement mot à mot les mêmes éléments qui sont repris. C'est ce guide-là, il a été appliqué par l'Observatoire de la Petite Sirène, par Hippomonie, pour faire exactement cette campagne-là, et ça fonctionne, parce que cette campagne-là, elle est extrêmement présente, et nous, on a énormément de mal à pouvoir faire passer la parole à un moment des personnes trans, c'est dire on existe, et il y a des choses qui peuvent se faire au dehors. Ouais, donc, mais ça illustre parfaitement ce truc-là où on va systématiquement attribuer le militantisme aux personnes concernées, aux personnes qui les défendent, et non pas aux personnes qui s'y opposent. Alors même qu'il y a un mouvement extrêmement organisé de lutte contre nos droits. Et moi, parce qu'en fait, l'autre jour, rien contre vos collègues du Monde, mais le terme transactiviste, par exemple, c'est un terme qui vient de l'anglais. Oui, voilà, transactiviste était le terme qui est utilisé par les anti-trans pour parler des militants trans, mais parce que aussi le mot activiste veut davantage dire militant là-bas. Bref. Mais je voyais sur l'interview du coup de Morgane Noam, activiste trans. Alors qu'en France on dit militant. Mais il y a rien que dans tous ces petits mots, on voit aussi comment là-dedans, comment dire, ça suffit même pas d'être un militant, t'es un activiste, t'es encore plus qu'un militant, et du coup t'es encore plus biaisé, là où précisément on va utiliser en toute neutralité le mot qui était employé par les personnes qui luttent contre tes droits, quoi. Et on donc se retrouve aussi dans le rapport du Sénat, nous, on est la seule association trans à avoir été auditionnée en tant qu'association trans au Sénat, et on est dans un chapitre qui est les associations transactivistes. Ouais, c'est-à-dire que de toute façon là-dessus, et ce qui était extraordinaire, c'est que mardi soir, Jacqueline Eustache-Brinio fait son discours en disant c'est pas transphobe ce texte, et il faut arrêter de penser qu'il y aurait d'un côté les transactivistes et les personnes transphobes, et que donc du coup il faut bien faire cette séparation, et qu'on rentrera pas dans cette séparation-là, etc. Alors que c'est elle qui, dans son rapport, nous classe déjà dans le cadre des transactivistes, mais elle, il faut surtout pas la classer du côté des transphobes, ce qui est quand même assez extraordinaire dans l'histoire. Et je finis juste un dernier petit truc sur ces anglicismes-là rigolos. C'est ce dont j'en ai un après, je crois. Ah, t'en as un après. Ok, trop cool. Mais au Sénat, il y a une sénatrice LR, je crois, qui dans la discussion générale sur un des amendements ou sur un article, a cité la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc il y a aussi, voilà, encore une fois, ces liens-là, ils sont clairs, ils sont transparents, mais tout est fait pour justement, en dépolitisant la question, qu'il ne soit pas évident, et que du coup, voilà, cette injustice-là épistémique, comme on dit, comment dire, ce poids, comment dire, qui a un poids différent en fait de la parole des uns par rapport à celle des autres.
D'ailleurs, le rapport qui a servi de base à cette PPL parlait de transidentification des mineurs, un terme qui indirectement a été forgé pour parler de contagion sociale, qui est une théorie du complot. C'est d'autant plus important qu'on ait pu faire ce décryptage en revenant sur les faits, en revenant sur les mots, en revenant sur les idées, que même si ces idées elles sont perméables aujourd'hui au point d'arriver au Sénat, on est sur des groupes et des personnalités qui restent et qui sont de plus en plus dans la minorité de la violence, dans la minorité des mouvements. Et il suffit de voir que, par exemple, Marguerite Stern et Dora Muto, qui sont aujourd'hui des figures emblématiques de ces idées anti-trans, elles ont commencé leur carrière de publique, d'autrices, de militantes, comme des figures emblématiques des mouvements féministes, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elles sont complètement désavouées. Le féminisme est majoritairement aujourd'hui devenu au moins transcompréhensif, si ce n'est transinclusif, et ces figures de transphobie politique active militante, elles n'ont plus que les recoins du complotisme, les recoins de l'extrême droite la plus crasse pour pouvoir exister. Et parce que c'est choc et parce que c'est des alliances qui sont très organisées, ça réussit à parler. Mais c'est important de pouvoir le verbaliser tel quel pour éviter que cette perméabilité, elle gagne aussi des familles avec des enfants concernés, parce que là, ça aura des conséquences dramatiques. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire qu'il faudrait nous redonner encore largement une heure pour pouvoir rentrer dans le détail. Je suis parfaitement disposé. Et on va prendre le temps s'il y a besoin, si on peut. Mais forcément, on fait que se plaindre. C'est terrible. Non, mais il y a bientôt les Prides qui arrivent. Ça me donne une bonne occasion de vous réinviter. Avec grand plaisir, et on reviendra. Mais il faut aussi comprendre que ce texte-là, il est strictement idéologique parce qu'il essaie de régler quelque chose qui n'est pas un problème en soi. Il faut remettre les choses comme il faut. À l'époque, on disait il faut remettre l'église au centre du village, donc ça pourrait plaire aux personnes qui s'opposent à la prise en charge des mineurs trans. Mais on est un peu dans cette idée-là de dire il y a un grand problème. Le grand problème, c'est des opérations génitales sur les mineurs trans. Bon, il n'y en a pas. Il se trouve qu'il n'y en a pas en France parce que médicalement, ça n'a aucun intérêt. Il faut attendre que la puberté soit développée et c'est l'idéal et c'est très bien comme ça. Sauf sur des personnes intersexes, mais là, c'est pas grave. Mais ça, c'est un autre. Malheureusement, c'est autorisé très largement et les mêmes sénateurs et sénatrices ont refusé les lois qui interdisaient les opérations sur les mineurs intersexes, alors que les associations de personnes intersexes se sont battues pour qu'il y ait des lois dans ce sens-là. Donc ça, pas possible. Il y a un enjeu sur les bloqueurs comme si c'était un vrai sujet parce qu'il y aurait une explosion sur l'ensemble. En tout et pour tout, sur 10 ans que les bloqueurs sont donnés en France, il doit y avoir en tout et pour tout 200, peut-être 300 gamins ou gamines qui ont été mis sous bloqueur sur, à un moment donné, 16 millions de mineurs. Ça veut dire sur 10 ans, 25 millions de personnes qui auraient pu être dessus. Il faut comprendre que quand on parle de transidentité, selon les études qu'on a les plus récentes, en parlant de transidentité brute, c'est-à-dire que je ne parle même pas de personnes dans la diversité de genre, je ne vais même pas inclure, alors que nous on inclut les personnes non binaires dans toute la diversité qu'il peut y avoir, mais strictement la transidentité binaire, sur les études les plus récentes, on est sur 1% de la population et 3% des 18-25 ans. Donc sur les âges les plus proches des mineurs, 3%. Si on se met sur 16 millions de personnes qui sont les mineurs, et on fait 3% sur ces 16 millions de personnes, on est plutôt de l'ordre de 450 000 personnes que de l'ordre des 200 ou 300 personnes qui sont mises sous bloqueur. Et si on prend tout et pour tout les personnes qui ont été mises sous hormones, c'est peut-être 600 personnes au maximum. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive au final où les personnes qui, à un moment ou à un autre, sont prises en charge pour leur transidentité, même si on se basait sur 1%, sur 160 000 personnes en France, mineurs trans, il y a à peine 1500 qui ont eu des consultations sur leur transidentité. 1500, c'est-à-dire qu'on est à moins de 1% du déjà 1% de la population. Et on fait une loi pour l'interdire. Et pire, on fait une loi pour interdire un truc où c'est la première fois que dans le Code de santé publique, il y aurait une loi qui interdirait aux médecins de faire des prescriptions de substances licites. Parce que les hormones, c'est licite. Qu'il y ait des interdictions sur les drogues, on peut en parler, mais il y a une cohérence parce que c'est interdit par ailleurs, donc c'est pas incohérent que la loi interdise qu'il y ait des prescriptions dans ce cas-là. Mais la liberté de prescription du médecin, qui est un élément central dans la médecine, elle va être cassée par ça, avec une loi qui pourrait derrière dire on n'a pas le droit de donner les traitements qui vont bien. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps ou si on va faire la bascule dessus. On va faire la bascule, malheureusement. Je vais juste me permettre de faire la bascule, justement. Mais on en reparlera. Parce qu'on a une phrase d'un bénévole, et j'aimerais bien qu'on termine sur quelque chose d'un peu positif. Une phrase d'un bénévole qu'on aime bien, la phrase est le bénévole d'ailleurs, qui disait « Avant, j'allais bien et je ne savais pas que je pouvais aller mieux ». Et en fait, c'est ça la prise en charge des transidentités. On n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé d'être dans un état hallucinant pour pouvoir être pris en charge. Il nous faut au contraire qu'on se batte là-dessus pour dire on doit pouvoir prendre en charge positivement les personnes trans quand elles en ont simplement besoin, quand elles expriment le besoin, sans que ce besoin soit dans une détresse cliniquement significative, qui est la définition de la dysphorie de genre, sans être obligé d'arriver dans des extrêmes qui sont juste pas possibles.
on doit pouvoir vivre mieux si on a besoin de vivre mieux, et ce qui vous laisse une grande transition pour le débat d'après. Il est 19h06, passé de 21 secondes, mais c'est quand même l'heure du très court mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, par exemple, une personne mineure qui nous regarderait et qui était peut-être un peu chagrinée en regardant la télé hier soir, par exemple? Déjà très rationnellement que même si c'est passé au Sénat, le gouvernement a tout de même décidé en cours de route, c'était pendant le débat qu'ils se sont décidés de s'opposer, mais en tout cas le gouvernement a annoncé qu'il s'opposerait au texte, donc ce n'est pas censé passer à l'Assemblée nationale. Donc contrairement à certains articles, notamment de Libé, qui ont dit que c'était désormais interdit, non, on n'y est pas encore. Et aussi que comme on est nombreux et nombreuses à militer, on est aussi nombreux et nombreuses à pouvoir t'épauler et t'aider à passer aussi les moments un peu difficiles, quoi. Merci Cassandre. Anaïs? On lâche pas, c'est-à-dire que nous on est là et on va continuer à essayer de défendre les droits de toutes les personnes trans et des enfants et des mineurs trans. On fait des groupes de parole, donc ça vaut la peine aussi de se rapprocher des associations pour pouvoir parler de sa transidentité, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes trans, parce que quand on est un enfant ou une enfant trans, souvent on est très isolé. Déjà adulte, on est très isolé, alors enfant c'est encore pire, parce qu'il faut comprendre aussi que sur tous les enjeux LGBTQIA+, c'est les seules discriminations pour lesquelles le premier lieu de discrimination, c'est la famille, parce que c'est quand même très très rare qu'on naisse dans une famille avec des parents trans, quand on est soi-même un enfant trans, ce qui fait qu'on n'a pas de rôle modèle, on n'a pas de possibilité de se projeter, de se dire c'est possible, donc il faut lutter contre ce rejet initial qui peut être de fait par défaut par la famille, qu'on peut avoir déjà intrinsèquement, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de rencontrer ses pairs et de se rapprocher des associations justement pour pouvoir rencontrer d'autres personnes trans, en parler, se rendre compte que plein de choses sont possibles, et j'ai juste envie de dire aux très 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 rares médecins qui prennent en charge des personnes trans en France. Et c'est rien. Sur 10 000 médecins généralistes à Paris et à région parisienne, il y en a à peine 30 ou 40 qui acceptent de prendre en charge des personnes trans. C'est ça, c'est ce degré-là. Mais ces quelques médecins, déjà un immense merci pour leur prise en charge. Et puis, continuez. On va vous défendre jusqu'au bout et on va faire en sorte que vous soyez jamais condamnés et qu'on puisse continuer à faire des transitions et que même il y ait d'autres personnes derrière qui vous rejoignent pour que l'accès à la santé soit possible pour toutes les personnes trans. Merci Anaïs. Lexi? Moi, je veux leur rappeler que même si ça fait très peur parce que c'est des institutions, c'est nos responsables politiques, c'est très officiel, on parle de l'égalité. La légalité n'est pas toujours du bon côté de l'éthique et de la morale. On a autorisé, on a rendu légal des choses ignobles. Et en fait, c'est pas parce qu'un... Même si ça devait finalement être concrétisé, ça ne voudra pas dire qu'ils seront moins légitimes, moins des bonnes personnes, moins des vraies personnes, parce que la loi ira contre elles, et qu'effectivement, on lâchera pas. On lâchera jamais. Et que ça aussi, historiquement, on a existé avant les protocoles médicaux, on continuera d'exister même sans, même si c'est plus dur, mais on est là. Merci Lexi, 19h09, passé de 20 secondes. Merci Cassandre, merci Anaïs, merci Lexi, merci infiniment pour votre bienveillance, votre patience aussi. J'ai pas posé beaucoup de questions, vous les avez faites vous-même. On se retrouve bientôt, je crois. À très vite. Allez, je vous chasse du plateau, salut. Je vous remets entre les mains sympathiques de Mathis pour accueillir mes 3 autres invités. Asseyez-vous, soyez les bienvenus. Il me... Non, si. c'est ce que m'a dit Mathis, mais dites-moi. Je suis la seule femme. Laurence, non, Laurence, vous êtes plutôt au milieu. Michael, vous êtes là. Et Rémi, vous êtes en face de moi. Il est 19h09, passé de 52 secondes. On quitte... Ah oui, attendez. Vous avez de l'eau. Vous avez des gobelets normalement propres. Veillez simplement à mettre les bouteilles en dessous, pas parce que ça me dérange. Oui, c'est pas c'est qu'en fait, elles vont apparaître sur votre torse. Voilà. Et soyez les bienvenus et pardonnez mon accueil un peu abrupt. Et il fait très chaud dans le studio. Et je suis vraiment navré. On quitte le palais du Luxembourg. Les conservatismes sénatoriaux, les coulisses peu reluisantes de la transphobie et les espoirs des personnes transgenres pour aller faire un tour du côté des ravissements, de la joie, des satisfactions, des petits riens qui font que tout va bien, mais aussi des déprimes, des afflictions, des interrogations, des doutes, des intranquillités. On va parler du bonheur, le bonheur comme projet politique peut-être, le bonheur comme quête individuelle, le bonheur qui peut-être se trouve dans d'autres endroits que là où on le cherche parfois, avec bien sûr des questions. Est-ce que la quête du bonheur rend heureux? Est-ce que la joie c'est comme le bonheur? Est-ce qu'il faut être riche pour être heureux peut-être? Et puis d'abord, comment ça se quantifie le bonheur? Ça nous fait plein de questions. Et avec les vacances qui approchent, ce sera peut-être pour vous aussi le moment de couper le bruit du moteur, pour réfléchir un peu. Alors on s'est dit que c'était pas mal de vous donner quelques pistes justement pour aller randonner dans les interstices de la joie et du bonheur. Le studio s'est rempli de 3 aimables pisteurs. Bonsoir Mickaël Mango. Bonsoir. Vous avez un micro?
Vous avez chacune un Bonsoir. micro. Il faut lui parler bien devant. Salut Mickaël, bonsoir. Vous êtes docteur en économie, vous enseignez à l'ESSEC et à AgroParisTech. Vous êtes par ailleurs auteur de Heureux comme Crésus, qui est paru chez Erol, des leçons inattendues d'économie du bonheur. C'est ça. À vos côtés, en face de moi, Laurence de Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes normalienne, agrégée, docteur en philo. Vous êtes philosophe, vous êtes enseignante à Paris 1. On vous doit notamment Un bonheur sans mesure, paru chez Albin Michel en 2017. Et puis plus récemment, c'était il y a 2 semaines, il me semble, chez Stock, La splendeur du monde, aller à la rencontre de la beauté. C'est ça? C'est tout bon? Ça, tout est juste. À vos côtés, toujours en face de moi, Rémi Oudguiri, vous êtes sociologue et écrivain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Sociovision, qui est une filiale de l'IFOP, spécialisée dans les études sur les valeurs et les modes de vie. On vous doit L'échappée belle, l'art de s'évader un peu chaque jour, qui est paru aux presses universitaires de France, c'était en 2023. Bonjour et bonsoir et bienvenue à tous les trois. C'est quoi le bonheur? Mes questions ne sont pas attribuées et je vais vous en poser plein. Répond qui veut le premier. Vous êtes philosophe peut-être, Laurence? Alors, la réponse va être très simple, c'est que précisément, on ne peut pas répondre à cette question. Je le dis parce qu'un philosophe l'a dit avant moi, et je suis assez d'accord avec lui. Alors, le philosophe, généralement, il faut être d'accord avec lui, c'est Emmanuel Kant, c'est un des plus grands au XVIIIe siècle, et je pense qu'il a cette intuition qui est importante à nous qui sommes maintenant obsédés par le bonheur, c'est qu'on ne peut pas donner une définition du bonheur. Pourquoi? Parce qu'une définition, c'est que vous pouvez lister des caractéristiques et puis vous avez réglé la question. Eh bien, pour Kant, on ne peut pas définir le bonheur parce que c'est, dit-il, un idéal de l'imagination. C'est-à-dire que le bonheur, d'abord, on se le représente. On n'est pas loin de le rêver. On se dit, tiens, mais le bonheur, ce serait... Et là, on s'imagine un état durable, sinon c'est juste un moment de joie ou un plaisir, donc un état durable, d'une satisfaction qui dure dans tous les domaines, professionnel, amoureux, santé. Parce que si c'est que dans un domaine, c'est une réussite, c'est pas un bonheur. Si c'est uniquement se sentir bien, ne pas être malade, être en bonne santé, mais c'est du bien-être, c'est pas du bonheur. Donc, à votre question, je dois dire que je peux pas répondre. Parce qu'effectivement, si on pouvait répondre à cette question, c'est quoi le bonheur? On aurait réglé le problème. Or, on sait que c'est pas le cas. Que le bonheur, ça exige tellement dans le temps de satisfaction et au-delà de la réussite et du bien-être, que ça échappe à la définition. Mathias, dans le chat, dit on reconnaît le bonheur au son qu'il fait quand il s'en va. Oui. Mais peut-être que du côté de l'économie, on a un autre début de réponse. On aura ensuite le point de vue du sociologue, bien sûr. On est moyennement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous avez le droit. Dans les sciences du bonheur, dont l'économie du bonheur, on utilise une définition, mais très vague. Parce que justement, on ne veut pas aller jusqu'à refermer le concept. Donc notre définition, très vague, très large, c'est un état psychologique agréable, marqué à la fois par une évaluation globalement positive de sa vie, globalement, ça ne veut pas dire dans tous les domaines, un par un, et des émotions positives au quotidien. Donc il y a une dimension cognitive, et on va dire de moyen terme, et une dimension émotionnelle de court terme. Mais ça reste vague, parce qu'on ne définit pas quelles émotions, et on ne dit pas... quand on parle de satisfaction ou d'évaluation de la vie, quelle est la bonne vie en fait? Ça non, on le laisse à chacun. Donc on est à moitié d'accord, on va dire. Qu'est-ce que nous raconte la sociologie sur le bonheur? Moi, je ne donnerais pas de définition. Je dirais que moi, ce que je fais en particulier quand je fais des enquêtes, c'est que je pose la question, est-ce que vous êtes heureux? Et donc, je peux vous dire aujourd'hui, en France, il y a... Est-ce qu'on est heureux en France en ce moment? Oui, en fait, assez paradoxalement. On est heureux. Il y a 78% des Français qui se disent heureux. Alors attention, c'est plutôt heureux. C'est-à-dire il y a 8% qui vous disent je suis très heureux et il y en a 70% plutôt heureux. Pourquoi c'est un paradoxe? Parce que toutes les études qu'on mène par ailleurs sur l'optimisme montrent qu'on n'est pas très optimiste en France. Et ça, c'est en particulier quand on projette les Français sur l'économie française, sur la société, sur la vie en général, ils sont plutôt négatifs. De sorte que, une première observation que je peux faire, c'est qu'on peut être pessimiste et heureux. Le bonheur n'exclut pas le pessimisme, ou le pessimisme n'est pas contradictoire avec le bonheur. En quoi est-ce un paradoxe? Le bonheur est quelque chose d'assez centré sur soi, alors que les questions d'optimisme ou de pessimisme ça dépend pas de soi. Sont centrées sur la conjoncture économique, l'état de la politique, enfin l'état du monde. C'est normal qu'on ait... ça peut arriver qu'on ait des réponses qui soient un peu antagonistes. Non, mais quand je dis paradoxe, oui, après on peut l'expliquer. Mais comme ça, de prime abord, quand vous dites que vous êtes pessimiste, c'est à coup pas de source que vous êtes heureux par ailleurs. Ouais. Moi, je pense que ça va ensemble parce que... C'est pas intuitif en tout cas. Mais parce que
on associe souvent la question du bonheur au fait d'être pessimiste et optimiste. Et je pense que ce que vient de dire Rémi est important parce que je crois que les pessimistes sont des gens capables de bonheur. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent tellement que le pire est sûr, que c'est le pire qui viendra, que quand il y a des moments de joie, quand le bonheur nous est donné, je crois que les pessimistes en profitent encore plus. Parce que précisément, c'est un cadeau, c'est inespéré, c'est inattendu, parce que ce qu'on attend, c'est le pire. Et moi, je pense que ce paradoxe apparent du bonheur, c'est que c'est deux choses. C'est qu'à la fois, ça n'empêche pas de se dire que le pire peut arriver. Parce que je crois que le bonheur aura un côté ardoise magique, c'est-à-dire on efface tout, ça sera formidable, vous savez, qui va tout ripolliner en rose. Ça, c'est pas du bonheur. Je crois que c'est de l'aveuglement ou de l'illusion. Donc, le bonheur peut aller avec une lucidité jusqu'au pessimisme, de dire la vie est dure. On peut être heureux et dire la vie est dure. Et je pense que quand on est pessimiste, justement, on comprend que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on fabrique. C'est pas quelque chose qu'on manufacture, c'est pas quelque chose qu'on consomme, c'est quelque chose qui nous est donné. Alors c'est pas facile d'accepter qu'il y ait des choses qui nous est données, mais je crois que c'est une caractéristique qui est importante du bonheur. Peut-être pas économique, mais qui est importante philosophiquement. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, c'est en fait, je pense à Sioran, en fait, parce que Sioran, il reste dans l'histoire de la littérature et peut-être de la philosophie, je ne sais pas, comme le penseur du pessimisme. Et d'abord, quand on le lit, je trouve que la langue dépasse ce pessimisme. On est heureux de lire une si belle langue. Donc, on voit que le pessimisme ne produit pas nécessairement du désespoir. Mais surtout, lui, à titre personnel, tous les témoignages qu'on a sur Sioran montrent qu'il était assez joyeux. En réalité, il y a même un livre, je crois, qui s'appelle Le sourire de Sioran. Et donc, oui, on peut être très pessimiste. Et je crois que tu l'as très bien expliqué. C'est au fond du pessimisme, finalement, on ne peut qu'être heureux en réalité. C'est-à-dire que si vous commencez votre vie en étant très idéaliste et très optimiste, il y a toutes les chances qu'au fur et à mesure, vous soyez de moins en moins heureux. À l'inverse, si au début, vous commencez par être très pessimiste, je pense qu'après, tout va pour le mieux. Je vous file la parole après, Michael. Dans le chat, on a Fabrice qui dit: à chaque fois que j'entends parler de bonheur, je pense à cette citation d'Albert Camus: le bonheur, c'est comme le crime de droit commun, n'avouez jamais. Et on a Corsica qui vous pose une question, alors à vous en tout cas davantage qu'à moi, semble-t-il. Est-ce que le bonheur est mesurable, ou est-ce qu'il est un peu comme le chat de Schrödinger? Ça va faire bondir la philosophe. On sait que l'on est heureux dès que nous ne le sommes plus. C'est un raccourci schrödingerien, je crois. Est-ce qu'on peut mesurer le bonheur? Du coup, ça va me permettre de connecter à la réponse. On a quand même, donc on a des mesures de bonheur qui sont largement déclaratives. Donc on demande aux gens comment ils évaluent leur vie sur une échelle de 0 à 10, ça c'est pour la partie cognitive. On leur demande aussi quelles émotions ils ont vécues au jour le jour, donc hier par exemple. Donc on a ce genre de mesures, on sait qu'elles sont valides, c'est-à-dire qu'elles sont corrélées à des choses qui sont objectives. Donc ça, on n'a pas trop de doute sur la fiabilité de ce que les gens nous racontent. Et par exemple, on sait que les gens qui se disent heureux, qui donnent une bonne note à leur vie, si on interroge leur mère, leur compagne ou leur beau-frère, ils vont donner des notes à peu près sensiblement identiques. Donc il y a une certaine validité de ce qui est dit. Et après, pour revenir à notre question du pessimisme, on a des données là-dessus. Et non, faut pas aller jusqu'à dire que les pessimistes sont plus heureux que les optimistes. Pas du tout. Donc la corrélation, elle va plutôt avec optimisme. Ah non, mais j'ai pas dit ça. J'ai parlé de ce que tu as dit, ça existait en tout cas. C'est possible. Si j'ai tout bien c'est possible. Oui, non, mais je vous rejoins. Moi, je fais les mêmes études que vous, je pense. Quand on effectivement la personne heureuse a tendance à être plus optimiste que la personne qui se dit malheureuse. Et vice versa. Voilà, exactement. Il y a une corrélation. Ce que Laurence de Villers disait, c'est que c'était plus intense, en tout cas chez le pessimiste. Oui, je trouve qu'en fait, le pessimiste, il y a une intensité de vie chez lui. Après, il vit dans son pessimisme. Mais oui, sauf qu'il va pas croire que ça va être durable. Du coup, il va mais pas... ça n'est pas durable, le bonheur. Enfin, je pense qu'il faut pas le croire. Ouais, ça, on a aussi des... Oui, mais vous êtes du côté de la mesure. Vous avez le droit d'être pas d'accord. Mais je pense que vous parlez de choses différentes. Oui, parce que je pense que... Alors, on peut mesurer le bonheur, effectivement. Il y a une économie du bonheur, il y a même une psychologie positive. C'est 3 entrées différentes sur la notion. Voilà, donc on peut le quantifier, on peut même tenter de l'identifier pour le reconnaître, mais... La philosophie, ce qui va l'intéresser, c'est presque le mystère du vécu du bonheur. Qu'est-ce qui se passe quand je le vis? Et j'ai dit mystère parce qu'effectivement, vous avez déjà des réactions qui disent on a l'impression qu'on sait qu'on a été heureux, mais au passé. C'est quand c'est passé, puis on se dit
Oh, c'était chouette ce moment-là, ou qu'est-ce que j'étais heureuse quand j'avais 30 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un mystère du vécu, parce que généralement le vécu trompe pas. C'est-à-dire, par exemple, si on est amoureux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tromperie en amour, mais quand je suis amoureuse, moi en tout cas, bah, je le sais. Ça trompe pas. Et même, je ne sais que ça. C'est-à-dire, ça m'occupe l'esprit, ça m'occupe le cœur, les tripes. Enfin, voilà, mon vécu me trompe pas. Je suis amoureuse. Quand on est heureux, il y a à la fois une évidence, c'est peut-être une peur, hein, mais il y a une évidence, mais il y a quelque chose qui échappe aussi, parce que alors, il y a peut-être la peur que ça dure pas, et je pense que c'est immédiatement là. Vous savez, c'est cette phrase d'Aragon, moi, que j'aime beaucoup. Il parle de journées d'été qui ont le parfum du bonheur. Mais le verre était déjà dans le fruit, parce que ces journées, elles allaient finir. On le sait que l'été va finir. Mais oui, mais c'est ça le vécu du bonheur. C'est qu'il y a un soupçon d'inquiétude. On sait que ça ne va pas durer. Et puis croire qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait d'inquiétude, qu'il faut le vivre à plein, parce que de toute façon, ça va durer. Ouais, je pense que pour le coup, c'est ni optimiste ni pessimiste. C'est une illusion. Et puis, ce mystère du vécu, c'est que précisément, je crois philosophiquement que le bonheur, c'est quelque chose qui m'est donné. D'où ça vient, j'en sais rien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un Dieu qui me rend du bonheur ou qui m'en donne pas. La manière dont on le vit, c'est quel chouette moment on est en train de vivre. Enfin, on s'y attendait. Il y a quelque chose en plus qui fait qu'on dit waouh, quel bon moment. Et ben, quand il y a quelque chose qui est donné, qui ne dépend pas entièrement de moi, je crois que notre vécu est plus subtil. C'est que voilà, il y a une part qui nous échappe. En fait, on parle pas du même. On utilise le mot différemment, vous et moi, parce que nous, donc c'est pas du tout un niveau d'extase. Hein. C'est un niveau de satisfaction positif. Donc on va dire 8 sur 10, mais satisfaction. Satisfaction, c'est pas l'extase. Un peu plus que la sérénité, quoi. Ouais, c'est sérénité et contentement. Et donc ça, c'est tout à fait durable. Hein. Enfin, ça peut l'être. Il y a énormément de personnes qui vont se donner une bonne note durablement. C'est-à-dire, vous les questionnez tous les 6 mois, vous aurez une très bonne note. Moi, déjà, l'idée de noter sa vie, ça me fait horreur, sincèrement. Hein. Enfin, je pense que c'est un rapport à la vie. De nos jours, on évalue absolument tout. Moi, ça me met dans l'angoisse d'évaluer. Hein. Vous êtes dans les toilettes à Roissy, il faut évaluer les toilettes. Enfin, sincèrement, j'ai rien à dire. Je peux pas évaluer. Mais l'idée de noter sa vie, ça fait précisément qu'à mon sens, ou noter ce qu'on est en train de vivre et qu'on appelle bonheur, ça fait à mon sens que c'est pas le bonheur, en tout cas tel que je l'entends. C'est peut-être une satisfaction, un plaisir, un peu plus qu'un petit plaisir, hein. Un bon plaisir, comme un vous n'avez bon pas moment. donné de définition du bonheur, on ne peut pas savoir. Mais justement, parce que je trouve ce qui est beau et difficile dans le bonheur, c'est que ça échappe à la définition. C'est pas du bien-être, c'est pas un bon moment, c'est pas du plaisir, c'est plus que ça. Et je pense que du coup, dire je note ma vie, elle est heureuse ou pas, enfin, moi, tu viendrais me sonder ou viendrais me demander, mais moi je peux pas répondre. Si on te pose la question, ouais. Est-ce que tu es heureuse ou pas, tu dis quoi? Mais moi, je peux pas répondre. Alors, tu es ni malheureuse ni heureuse, tu sais pas. Oui, parce que je crois que ça peut pas. Tu dis je ne sais pas. Je dis que dans ma vie, je sais que j'ai une disposition à être heureuse. J'ai une disposition à vivre ces moments. Donc je l'ai, hein, c'est ni pessimiste ni optimiste, je l'ai. J'ai une disposition à vivre des moments où l'horizon s'élargit. Alors vous avez dit extase, c'est un peu fort, mais c'est plus que le contentement. C'est pas juste, ouais, je suis bien dans ma vie. Il va se passer des choses dans ma vie où je vais avoir plus qu'attendu, vous voyez, plus qu'espéré. Et c'est ça qui échappe à la mesure et que je veux pas noter. Mais c'est forcément la réponse de la philosophe qui peut pas être une autre réponse, il me semble. Alors, en tout cas, je peux pas être autre chose que philosophe. On a malheureusement qu'une heure pour en parler. Il y a un moment où vous vous accorderez pas sur la. Mais c'est pas grave du tout. Mais ce qu'on peut essayer de faire, donc je reviens sur les gens qui se disent heureux. Peu importe comment on mesure, si c'est une échelle de 1 à 10, si c'est plutôt d'accord, pas d'accord. Il y a des gens qui, il se trouve, vous disent, toi tu n'es pas dans ce cas-là, mais il y a un certain nombre de gens qui disent qu'ils sont heureux. Alors ce que nous on a essayé de faire, comme on mesure ça, j'ai dit le chiffre tout à l'heure, il y a 70% plutôt heureux et 8% très heureux. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que les gens qui disaient qu'ils étaient heureux l'étaient. Alors comment on a fait? Comme dans le même questionnaire qu'on avait posé, il y avait des centaines de questions sur tous les sujets, les préoccupations, la santé, etc. On a fait des analyses de régression statistique pour essayer de voir ce qui contribuait le plus au fait qu'on se dise très heureux. Et on a dégagé 5 raisons. Hein, alors, c'est-à-dire qu'ils sont associés systématiquement aux gens, ou plus ou moins systématiquement aux gens qui disent qu'ils sont très heureux. La première, et ça c'est intéressant parce que ça rejoint la philosophie, c'est que
il y a l'idée que ma vie a un sens. Ouais. C'est-à-dire que plus les gens ont le sentiment que leur vie a un sens, et plus ils ont une propension à être heureux. Ouais. Donc ça veut dire que le bonheur a quand même partie liée avec le sens de la vie. C'est-à-dire que puisque j'ai un sens, je me sens moins malheureux qu'un autre. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est vraiment le plus important. Le deuxième facteur, c'était le sentiment de sécurité économique. Donc on dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur. La réalité, et là l'économie du bonheur vient conforter ça, c'est qu'il faut quand même un minimum de sécurité, de stabilité économique pour être heureux. Parce que si vous êtes tout le temps en train de vous demander comment je vais finir le mois, comment je vais finir la semaine, comment je vais manger, etc., c'est très difficile d'être heureux. Donc, troisième raison qu'on a trouvée, et ça c'est très important, c'est le lien. C'est-à-dire que les gens très heureux sont souvent des gens entourés, soit d'amis, soit de proches familles, soit sont des amoureux. Et ça contribue au bonheur. Quatrième facteur, c'est l'utilité, le sentiment que sa vie est utile. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que pensons aux agriculteurs qui ont des vies très compliquées, à la fois financièrement. Je ne parle pas de tous les agriculteurs, ou aux enseignants, voilà, ou dans la fonction hospitalière, enfin dans plein de métiers aujourd'hui sous tension. Ils ont un métier donc peu rémunérateur qui prend énormément de temps et néanmoins, ils ont le sentiment que c'est utile parce qu'ils font œuvre d'éducation nationale, ils nourrissent le pays, etc. Et donc, ça les rend heureux. Vous voyez ? Et donc, ça contribue aussi au bonheur. Et la dernière... Qui se rapproche de votre premier facteur Oui, sur c'est le les deux sens. premiers, en fait. C'est du sens et du lien. Tout à fait. Et la dernière, c'était la santé. C'est-à-dire que les gens très heureux sont souvent... Donc, je ne dis pas qu'on a découvert le secret du bonheur, mais ça veut simplement dire quand même qu'il y a un certain nombre de facteurs dans notre société, de réalités, qui permettent aux gens de se sentir mieux et de répondre in fine, même si on a du mal à le définir, au sentiment d'être heureux. La question du sens, oui, c'est à mon avis ce côté non mesurable du bonheur. C'est même si effectivement c'est une caractéristique. Il y a des mesures du sens aussi. Hein. Mais donc, oui, mais le sens. Pas convaincu, Michael. Le sens, en tout cas, c'est, vous voyez, vous pouvez pas dire, je vais vous donner une recette et ça va donner du sens à votre vie. Et le faire croire, je pense que c'est vraiment pas honnête. C'est parce que le sens, c'est ce quelque chose en plus. J'allais dire presque un supplément d'âme, mais bon, on va pas être d'accord sur l'âme, évidemment. Hein, mais c'est ce quelque chose en plus qui dépend pas entièrement de moi, même s'il faut vraiment que j'y mette du bien, mais c'est ce quelque chose en plus qui fait que... Vous savez comment j'avais envie de le dire ? Que ma vie a presque une beauté. Elle n'est pas seulement heureuse, mais elle a presque une forme... Elle a un dessin, elle se dessine, elle a une forme, elle a presque une élégance. C'est ça le sens, c'est ce qui dessine un peu ma vie. Même si elle peut être cabossée, hein, mais c'est ce qui la dessine. Et ça, oui, je pense que c'est indissociable du bonheur, même si, attention, hein, je pense que c'est une question qu'il faut qu'on aborde. Les salopards peuvent être heureux aussi. Mais ça, il faut qu'on le sache. Hein. Le bonheur, il est arbitraire. C'est pas parce que vous êtes heureux, c'est pas parce que vous l'avez mérité que vous êtes heureux. Et qu'il faut aussi pouvoir, nous, si je me mets du côté des gentils, hein, puisque je viens de parler de salopard, mais il faut qu'on puisse accepter le bonheur des méchants. Et ça, c'est pas facile. Donc, vous voyez, je pense que autour de ce mot bonheur, il y a en fait des choses qui sont pas si simples à vivre, pas si simples à avaler, beaucoup plus que pas si simples à définir. Je crois que c'est surtout ça. Michael, est-ce que l'économie du bonheur, est-ce qu'elle a la recette du bonheur ? Non, non, justement, c'est comme Rémi l'a dit, c'est évidemment multifactoriel, et puis à la fin, c'est vous qui faites votre propre recette. C'est-à-dire que nous, on travaille sur des grandes masses. Donc, on peut vous faire la recette pour l'homme type, quoi. Mais c'est pas ce qui est intéressant. Après, c'est au niveau personnel. Et d'ailleurs, dans les facteurs que vous avez relevés, il y a des chercheurs qui s'intéressent justement au lien entre sens et bonheur. Et notamment en Autriche, vous avez Tatiana Schulz qui fait beaucoup ça et qui montre qu'il y a plein de gens qui ne trouvent aucun sens à leur vie mais qui sont heureux. Donc c'est pas du tout un présupposé nécessaire. En fait, il y a plusieurs chemins vers le bonheur. C'est Camus, hein. Pardon, mais en philosophie, c'est Camus. La vie n'a pas de sens, elle est absurde. Vouloir chercher du sens, c'est encore plus absurde qu'absurde. Mais dit-il, il n'y a pas de honte à être heureux. Ouais. C'est Camus. Il y a plusieurs chemins vers le sens. Il y a un chemin. Il faut imaginer Sisyphe heureux également. Oui, exactement.
il y a un chemin qui passe par le sens, ça c'est vrai, mais il y a un autre chemin qui est le chemin plus hédonique qui passe par les sensations, les plaisirs, etc. Et en tout cas, vraiment, comme on a une définition très large, nous on accepte tous les chemins, et après on écoute ce que nous disent les gens. Et donc Tatiana Schulz en Autriche, elle montre que vous avez vraiment toute une partie de la population, 30-40%, qui ne trouve aucun sens à sa vie, mais qui est relativement heureuse. Elle vit pas le nirvana, mais ça passe, quoi. Et pour nous, ça suffit. Enfin, si elle se dit heureuse et si au quotidien elle a des émotions positives, pour nous c'est bon, hein, c'est validé. Alors moi j'ai vécu une génération et j'en étais très très proche, la génération punk No Future, et on avait des grands moments de liesse. Alors, est-ce que c'est le bonheur? Je suis pas sûre. On avait justement des grands moments, et puis les danses punk, enfin bon, sont vraiment presque de la transe. Il y a des grands moments d'une sorte de ferveur collective où on en profitait, mais justement parce qu'on se disait il n'y a pas de demain. Mais est-ce que le bonheur est possible si on n'espère pas un minimum? C'est-à-dire si on se dit pas, ne serait-ce que je vais pouvoir être heureux à nouveau. Maintenant que j'ai un peu vieilli, je suis pas si sûre que ce soit possible de se dire la vie n'a pas de sens, il n'y a pas d'avenir, mais profitons-en. Alors ce profitons-en là, est-ce que c'est le bonheur? En l'occurrence, ils sont moins heureux que ceux qui ont trouvé du sens. Ils sont relativement heureux, mais c'est vraiment pas la catégorie de la population qui se dit la plus heureuse. Donc la case sens est un vrai plus, sans aucun doute. Rémi, pourquoi la recherche du bonheur, elle a autant de succès en ce moment? Il y a quand même il y a un mouvement un peu massif. Oui, enfin, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça s'amplifie depuis 2 décennies. Je pense parce que, un peu, ce qu'on dit là, c'est insaisissable, mais on a le sentiment que ça existe et que il y a peut-être quelque part un secret, une recette qui pourrait nous permettre d'être heureux. Je pense qu'il y a aussi une pression. Il n'y a pas une sorte d'injonction performative? Oui, c'est ça. Il y a une pression. Il y a d'ailleurs un livre qui a été fait par des chercheurs suédois qui avaient montré que c'était vraiment, il y avait une tyrannie du bien-être aujourd'hui, et qu'il fallait non seulement réussir sa vie professionnelle, mais aussi réussir sa vie personnelle. Parce que moi, ce qui me frappe en tant que sociologue, c'est le passage de la tyrannie de la performance du domaine professionnel au domaine privé. Aujourd'hui, on est presque face à des individus qui ont plus à cœur de réussir leur vie personnelle que leur vie professionnelle, et qui se mettent des contraintes incroyables avec cette idée que à la fin ils seront heureux. Et le paradoxe, et ce livre dont je crois que c'était Le syndrome du bien-être, le titre, montrait très très bien ça, et montrait que justement au final les gens étaient malheureux. Donc à force de chercher le bien-être, on devenait malheureux. C'est un peu le paradoxe de notre époque. Et ça rejoint un peu ce que Laurence de Villers a dit. C'est finalement, si on cherche le bonheur, il y a toutes les chances qu'on ne le trouve pas. Ce qui est validé, ça. Vraiment, on est tout à fait d'accord avec ça. Vous êtes d'accord. Chouette. Alléluia. Oui, si, c'est vrai. À toutes choses égales par ailleurs, les personnes qui cherchent sont moins heureuses que celles qui ne cherchent pas. Donc c'est vrai. Ah mais alors... moi je pense qu'on vit une tyrannie, mais vraiment une dictature du bonheur, et qui d'ailleurs l'a transformé en autre chose, une sorte d'hygiénisme du bonheur, donc avec l'idée qu'il faut une routine matinale par exemple. Moi ça me terrifie, mais une routine matinale, et je pense qu'il y a la conjonction de plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a déjà... comme l'humain a horreur du vide, il a fallu remplir le vide laissé par les grandes croyances. Les grandes croyances politiques quand même, qui voulaient changer la vie et qui avaient changé la société et qui promettaient un régime politique susceptible de rendre heureux. Bon, ça, je dirais presque Dieu merci, on n'y croit plus. Et puis, puisque j'ai dit Dieu merci, il y a quand même le vide laissé par la religion. Je veux dire, qu'on ait été croyant, qu'on le soit ou pas, le christianisme en France, puisqu'on est en France, avait occupé toutes les zones de nos vies. Et on rencontrait Dieu dans son salon, dans sa chambre, dans sa cuisine. C'est-à-dire qu'il nous promettait, il donnait du sens à nos vies déjà. Il y avait des rituels, il y avait des choses à faire. Enfin, nos vies étaient occupées par ces croyances. Et puis elles ont déserté totalement. Et qu'est-ce qui est resté? Du vide et l'individu tout seul. Et l'individu tout seul, je crois que c'est le troisième facteur, il y a eu la psychologie positive et le développement personnel. Et il a fallu transformer l'individu en auto-entrepreneur. Et de fait, le rapport à nos vies, comme tu le disais, c'est complètement modifié. Et là où il y avait des termes et des injonctions qui étaient réservés au domaine du travail, ne serait-ce que travailler, maintenant on travaille sur soi.
mais comme si ça suffisait pas de travailler. Quelle épouvante. On travaille sur soi, et puis, donc c'est l'invasion du faire, il faut toujours faire quelque chose, y compris du GR20 par exemple, ce qui fait bien rigoler. Pourquoi ça vous fait rire, Laurence ? Et la performance, la réussite, c'est-à-dire que je pense qu'on confond le bonheur, et même l'amour peut-être, avec la réussite. Et je pense que la conjonction de ce vide laissé par la croyance, ou par les espérances, le fait que tout repose sur l'individu, qui est à la fois responsable de tout et coupable de tout, donc s'il n'est pas heureux, c'est votre faute, et le développement personnel et la psychologie positive qui ont fait que voilà, c'est un devoir, une performance, une religion d'être heureux. C'est très libéral tout ça. C'est même très individualiste en fait. C'est depuis, pour moi, c'est la dérive du concept individualiste en fait, qui date des Lumières, qui petit à petit s'est transformé en narcissisme. Et donc la finalité de la vie serait moi. Mon bonheur à moi. Alors que le mot bonheur, il avait pas du tout cette acception-là au départ. Hein. Dans l'Antiquité, c'était la vie bonne, une vie bonne objective, pas subjective, pas psychologique. Hein. C'était la vie bonne des nobles, on va dire. Donc c'était je participe aux affaires de la cité, je fais du sport, je participe aux sciences, etc. Et du coup, je suis considéré comme quelqu'un qui vit une vie bonne. Et maintenant, c'est pas du tout ça l'acception. C'est juste je suis bien dans mes baskets. Donc la finalité de la vie serait juste d'être bien dans ses baskets. Prenez des substances. Hein. Ça va aller plus vite quoi, que de lire des bouquins de développement personnel. On peut faire les deux en même temps. C'est un individualisme. Le bouquin est plus sympa après. C'est un individualisme, oui et non. Parce que effectivement, on a l'impression qu'il y a un narcissisme complètement décomplexé. C'est moi et ma routine personnelle et mes 30 minutes de méditation de pleine conscience, etc. Mais en même temps, ce qui me frappe, c'est que et je le dirais presque du développement personnel en général. Et en même temps, c'est tellement une injonction généralisée que, c'est pas supportable, donc en fait, ça me fait du mal. Enfin, moi, je sais que j'aime pas les injonctions, donc je ne vois pas en quoi ça me développe ou me libère. Je ne vois pas en quoi ça aide mon narcissisme. Au contraire, je suis jamais à la hauteur de ce qu'on me dit. Je suis jamais assez belle, assez bien, assez heureuse par rapport aux injonctions. Donc en fait, ça crée une culpabilité qui est peut-être même pire que la culpabilité qu'il y avait dans les religions. Et puis ensuite, je suis pas certaine que finalement l'individu se soit enrichi avec cela. Vous voyez, c'est le paradoxe. C'est une dérive pour moi. Oui, mais on dit que c'est narcissique, mais ça fait pas du bien parce que je me rends compte que je suis jamais à la hauteur de toutes ces images de papier glacé de bonheur. Donc au contraire, je me sens... moi par exemple, j'ai commencé à lire des livres de développement. Quand j'écrivais sur le bonheur, je me suis dit, je vais quand même aller lire. Mais ça m'a déprimée. J'étais absolument pas comme il fallait. Donc j'étais pessimiste, j'étais triste, j'étais solitaire, j'aimais voyager que seule, il y a des journées où je voulais pas parler. Donc ça, c'était tout ce qu'il fallait pas faire. Et en fait, ça a développé en moi l'idée d'échec et de culpabilité. Et puis, je me suis rendu compte, je me rends compte que ce soi-disant narcissisme ne fait pas du bien au narcissisme, en réalité. Ça ne m'agrandit pas, ça ne m'élève pas, ça ne m'apporte pas quelque chose en plus. Moi, en fait, je trouve que ça appauvrit. Donc, individualisme et narcissisme, vous voyez, je m'en méfie parce que je trouve que ça ne fait pas de bien à l'individu. Oui, peut-être pour compléter ce qui est dit là, c'est dans la même étude que j'ai citée tout à l'heure, il y a un autre indicateur qui est sorti, c'est celui d'être indépendant de l'opinion des autres. Et c'était ça contribuait, ça expliquait une partie du bonheur. Les gens qui étaient très heureux étaient souvent des gens indépendants d'esprit. Ce qui confirme un peu ce qu'on dit là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend les réseaux sociaux, il y a une pression énorme qui est exercée sur énormément d'individus. D'ailleurs, dans les enquêtes, nous on voit bien que plus on est sur les réseaux sociaux et plus on a plutôt tendance à être malheureux. En fait. Confirmé. Voilà, il y a une pression énorme sociale qui se joue. Et une façon de se préserver de ça, c'est de s'extraire de cette pression-là collective. De sorte que pour être heureux, j'ai envie de dire, je tire une conclusion. Vivons cachés. Vivons cachés, vivons hors des réseaux sociaux. Ouais. Oui, mais ce qui ne va pas plaire à Laurence, c'est que ça fait partie des recettes qui sont données par les livres de développement personnel, c'est-à-dire de passer d'une motivation extrinsèque à une motivation intrinsèque. Donc, écoutez-vous vous-même et ne suivez pas les injonctions. Michael, le développement personnel, il ne cesse justement de vous donner des injonctions. Donc, pour moi, mais l'injonction d'être vous-même. Voyez. Mais oui, mais moi, alors, il y a deux choses. Alors, est-ce qu'il faudrait être soi-même pour être heureux ?
Alors d'abord, moi je ne sais pas ce non, qu'est il faut ce être en lien. C'est pour ça que soi-même. ce thème du bonheur suscite autant la controverse, c'est formidable, vous êtes merveilleux. Laurence. Non mais, alors, est-ce qu'il faut être soi-même pour être heureux? C'est une question, non? Vous êtes d'accord? Oui, Bon. tout à fait. D'abord, moi je ne sais pas ce qu'est ce soi-même. Vous moi, n'avez j'ai- pas donné de définition, Laurence. Non, mais parce que On a un c'est petit plus... problème là. quand Mais même. non, mais parce que c'est plus Quel- compliqué. Moi, j'ai l'impression que mon moi-même, je l'ai quitté quand j'ai plus 7 ans. Moi-même, c'est quand j'avais 7 ans. Donc, je l'ai plus. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il est. Et puis, moi, il me semble que les moments de bonheur m'arrachent à moi. C'est-à-dire que, en fait, mais c'est paradoxal. C'est à la fois ça m'arrache à moi parce que j'ai pas à me dire bon, et là, est-ce que je suis bien, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis bien là. Il y a pas ce côté selfie qu'on a en permanence dans nos vies, et moi, et moi, et moi. Et en même temps, ça me fait exister pleinement. J'ai l'impression d'être totalement comblée. C'est j'ai l'impression même d'un étau qui s'est desserré. C'est waouh, je vois plus large, je respire mieux, mon cœur bat. Donc, d'une certaine façon, je suis plus moi. Il y a plus de vie dans ma vie et je suis plus moi. Je crois que c'est ça, être heureux. Mais je me suis pas du tout inquiétée de moi. Et donc, je pense que être soi-même, c'est pas du tout ça, être heureux. Ce que tu dis, c'est se sentir vivant. En C'est se réalité, sentir c'est vivant. vibrer. Et je Ouais. pense qu'effectivement, est-ce que c'est être soi-même ou pas, je ne sais pas. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, L'échappée belle, qui essaye de dire qu'il faut s'extraire, s'évader de la pression, du travail, de la performance. Non pas pour être soi-même, mais simplement pour pouvoir jouir de... Voilà, pour être. Parce que c'est ça, en fait. On est quand même enfermé dans des emplois du temps, on est saturé de rendez-vous, de contraintes. Et enfermé dans des réseaux, vous voyez, réseaux. Et plus que jamais aujourd'hui, parce qu'il suffit de prendre le métro pour s'en rendre compte, chacun est dans son micro-monde, sur son smartphone, en permanence, en fait, et sollicité à l'infini. Et moi, je pense effectivement que être heureux, si ce mot a un sens, c'est sortir de ça, non pas pour être soi-même nécessairement, ça peut l'être, mais c'est surtout pour simplement vivre, en fait, pour raisonner, pour vibrer avec le monde qui nous entoure. Et moi, c'est vraiment, à titre personnel, si j'avais un conseil, je ne sais pas, mais en tout cas une recommandation à faire, c'est voilà, extrayez-vous le plus possible de cette tyrannie pour simplement sentir le monde tel qu'il est, l'écouter, le sentir, le ressentir. Il y a une question sur le collectif dans le chat. Il y a Kyle, pardon, j'ai perdu ton... Non, pardon. Kyle qui nous dit, salut Kyle, qui dit, moi je pense que le bonheur individuel ne peut pas être atteint sans celui de la société. Et il y a Corsica qui pose un peu le même genre de question, qui dit, est-ce que la recherche d'un bonheur collectif, imposé ou prescrit, ne va pas empêcher la recherche du bonheur au niveau individuel? Sur le premier, je suis pas d'accord. Il y a vraiment, on peut être le bonheur dans sa bulle, ça marche. Malheureusement d'ailleurs, c'est tout pour moi toute la limite du concept de bonheur. C'est comme tu l'avais dit, peut y avoir le bonheur du salopard et il y a le bonheur de la personne complètement isolée, qui est et même factice, qui est dans son monde. Ça marche très très bien. Donc le bonheur des autres est pas du tout nécessaire. 2-3 relations sociales, vos petits plaisirs personnels et ça passe très bien. Donc non, je pense pas. Et la deuxième partie, pourquoi le bonheur? C'est l'inverse, c'est le collectif qui empêcherait le bonheur individuel. Le bonheur collectif, c'est une absurdité. Enfin, ça fait peur même, non? Je pense que c'était le sens de la question de Corsica. On voit bien que chacun a une définition différente et que finalement chacun doit suivre sa voie, quelle qu'elle soit. Et vouloir imposer l'idée d'un bonheur collectif, pour moi, c'est une contradiction dans les termes. Après, les Asiatiques, on le voit parce que dans les sociétés holistes. Oui, mais c'est un bonheur interpersonnel. Donc c'est pas le bonheur collectif de toute la communauté, c'est au moins le bonheur de moi et des gens autour de moi. Donc leur définition du bonheur, elle est déjà plus interpersonnelle, ce qui explique aussi que dans nos mesures de bonheur individuel, ils sont pas très à l'aise avec ça, ils se donnent des mauvaises notes. Donc on a une anomalie avec les répondants qui viennent des pays d'Asie de l'Est, donc les Japonais, les Chinois, les Taïwanais, les Singapouriens, ils se donnent toujours des notes autour de 5-6. Et donc, alors que les conditions objectives de vie sont plutôt bonnes et que nos modèles nous amèneraient à penser qu'ils sont autour de 7-8. Oui, mais là, c'est une question de culture, en fait. On le voit, nous, dans quelles que soient les questions qu'on pose, ils se mettent au milieu. Ils n'aiment pas, avoir des avis tranchés. Ouais, mais sur l'interpersonnel, ils peuvent monter plus haut, par exemple. Mais je crois que, alors, comme l'a dit Rémi, un bonheur collectif,
ça a quelque chose d'effrayant. Enfin, c'est 1984. On vous demande d'être heureux et on vous dit comment l'être. C'est pour ça que je pense que les injonctions... C'est ce que dit Corsica, la personne qui avait posé la question. Le bonheur collectif, c'est un peu le système totalitaire. Bah voilà. De façon, le meilleur des mondes de Huxley. C'est Corsica le pseudo, donc on peut comprendre. Salut Corsica, reste avec nous. Donc quand même, je pense qu'il faut se préserver de ce qui peut être un peu trop collectif. Je pense qu'il peut y avoir des injonctions, mais c'est pas au bonheur, c'est à la santé, par exemple. Mais rien que 5 fruits et légumes par jour, moi, c'est une injonction que j'ai du mal à supporter. Donc j'imagine, si on me disait, il faut que tu fasses 5 choses pour être heureuse aujourd'hui, oui, ça ressemble à quelque chose... Toutes les injonctions, vous avez du mal à les supporter. Oui, j'ai du mal avec toutes les injonctions, parce que justement, je vais en venir à ça, c'est que moi, je pense que pour comprendre l'articulation entre collectif et individuel, quand il s'agit d'être heureux ou pas, il faut lâcher la question du bonheur, parce que c'est pas ça qui va primer. Je pense que c'est celle de la liberté. Je pense que vraiment, l'articulation entre le collectif et l'individuel, dans le sens d'une finalité qui serait plutôt heureuse que faire le malheur des hommes, elle se pose en termes de liberté. Et là-dessus, en revanche, oui, alors on transige pas. Est-ce que c'est une notion politique, le bonheur ? Vous avez 3 heures. Je sais pas comment répondre. Enfin, qu'est-ce que vous mettez derrière cette question ? Parce qu'on peut faire des politiques publiques de bonheur, ça oui. On sait qu'il y a un lien entre vote et niveau de bonheur, ça oui aussi. Donc je sais pas quel angle vous voulez prendre. L'angle que vous voulez. Vous n'êtes pas dérangeant. Non. Non, mais si on reste dans l'actualité, moi je vois pas beaucoup les politiques parler de bonheur. Non. J'ai l'impression que c'est un mot ils l'ont fait. Sarkozy avait lancé... Non, dans le passé. Je parle de l'actualité. Aujourd'hui, je crois que ça a disparu ce mot-là. Je pense que personne n'ose. Est-ce que la notion est protéiforme ? Quelle réalité elle peut recouvrir ? Mais il y a eu, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, la première ministre... Est-ce qu'elle est sujette éventuellement à manipulation ? Oui. C'est ça ma question, pardon. Pardon. Mais vous m'avez surpris. Donc, il y a eu des politiques publiques de bonheur. Vous avez eu la première ministre néo-zélandaise qui avait fait, Jacinda Ardern, qui avait fait son programme politique autour de ça. Bon, là, maintenant, elle a perdu les élections, donc elle n'est plus au pouvoir. Mais il y a eu ça. Vous avez des ministres du bonheur maintenant dans plusieurs pays. Vous avez évidemment le Bhoutan qui est connu pour son indicateur de bonheur national brut. Donc, vous pouvez vraiment instrumentaliser ça. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est très discutable. Mais là, on a vraiment besoin des 3 heures. Mais souvent, le bonheur, là, dans ce que tu cites, c'est, je pense à Amartya Sen. C'est les capacités. Ah non, c'est les capacités. Oui, mais il faut expliquer peut-être pour ceux qui nous rejoignent ce que sont les capacités. Non, mais il y a eu à un moment donné, on a essayé de trouver justement les indicateurs du bonheur. Il y avait l'éducation, la santé. Enfin, il y avait toute une série de critères. Ça sera en fait des choses à quoi on a droit parce qu'on a une disposition. Exactement. À y avoir droit. Donc c'est pas des capacités, mais on nous rend capable d'avoir droit à l'éducation, à s'exprimer, etc. Donc est-ce que c'est ça qui permet de dire politiquement, c'est ça, oui, politiquement, donc ça quel régime permet... Et même, je me souviens que Nicolas Sarkozy avait voulu, avait lancé une commission là-dessus. La commission Stiglitz. Voilà, la commission Stiglitz, qui avait produit des ouvrages. Avec Amartya Sen dedans. C'est ça. Et il y avait cette idée qu'il fallait substituer à terme au PIB d'autres indicateurs de bonheur. Et vous remarquerez que ça ne s'est pas fait et qu'on reste totalement soumis à la référence ça du s'est PIB. fait en moyenne. Non, il y a eu ça a essaimé dans les instituts statistiques français mais et européens. Pas dans le public. L'espace public ne parle jamais de ça. Non, mais l'INSEE parle de ça maintenant. Oui, l'espace politique n'en parle pas. Dans les livres, il y a plein de choses, l'économie du bonheur, tout ce qu'on veut. Sûr. Mais on reste rivé au PIB. Il n'y a que ça pour... Mais parce que le bonheur ne se mesure pas. Non, c'est pas ça le problème. Mickaël va vous dire que si. Et qu'on veut, mais si on veut le mesurer, on va le transformer en autre chose qui sera mesurable. Donc ça sera effectivement... On ne reste pas qu'au PIB. Pardon, excusez-moi. Oui, mais ça sera, par exemple, ma crainte, c'est qu'on identifie le bonheur à la consommation, par exemple. Mais pourquoi avoir cette crainte-là ? Justement, il a lancé ces travaux-là pour sortir des sentiers battus. Donc vous avez peur de beaucoup de choses, je trouve. Non, on n'a pas du tout peur, mais ça n'a pas été mis en application. Oui, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas la réponse. La réponse, c'est qu'on reste dominé par un modèle qui est celui de la performance économique, et c'est ça, on n'en sort pas. Et moi, ce qui me frappe, puisqu'on parle de ça, je pense au cas des États-Unis. L'année dernière, les États-Unis ont fait 2,5% de croissance, là où la zone euro a fait 0,9%. Et est-ce qu'on peut dire que les Américains sont plus heureux ? Oui, c'est ça. En fait, je ne crois pas. Au contraire, on voit bien que c'est un pays malade. Oui, tout à fait. Je veux dire, quand on regarde les niveaux d'obésité
40% d'obésité aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous projetez ça dans la population, c'est 120 millions d'Américains. 120 millions d'Américains. L'espérance de vie baisse aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Donc on voit bien. Et l'espérance politique baisse aussi. Et voilà. Et puis on voit avec Trump. Bon, ce qui veut dire quoi? C'est pour ça que je réagis là-dessus, c'est qu'on nous a promis d'autres indicateurs, mais on reste toujours sur le PIB qui ne veut plus rien dire. Il n'apporte plus le PIB. de On regarde énormément le taux de chômage, par exemple. Donc c'est une batterie d'indicateurs, mais je vous ça n'a rien à voir avec qui le sont bonheur. économiques. Moi, je vous parle... oui, mais non, mais le PIB non plus n'a rien à voir avec le bonheur. Donc, je suis d'accord qu'on a un prisme qui est encore trop économique. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter comme indicateur? On peut faire comme le bouton, l'indicateur de bonheur national brut. Il y a quoi au bouton? Ils ont agrégé quoi? Alors, ils ont agrégé des indicateurs objectifs, genre l'accès à des espaces naturels, la maîtrise de la langue, des choses comme ça, puis des indicateurs subjectifs, comment les gens se ressentent leur vie. C'est pas mal. Et des indicateurs économiques. Donc, ils ont fait un patchwork. Oui, mais ça, moi, je suis pour ça, par exemple. En tout cas, on n'en est pas là en France. Non. Ni en Europe de façon Mais il n'y a large. pas qu'une obsession du PIB, il y a une obsession de toutes les métriques économiques, notamment le taux de chômage. On est arrivé aussi au taux de chômage, donc c'est pas un monolithe. Il n'y a pas que. Non, bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que cette fenêtre qui s'est ouverte à un moment donné s'est refermée. C'est juste ce que je dis. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il est plus compliqué d'être heureux aujourd'hui qu'avant? Alors vous prenez avant comme vous le souhaitez. Alors avec ces injonctions permanentes, oui. On a l'impression qu'effectivement, ça va être très très difficile d'être heureux. Parce mais on n'avait pas de sondage avant, donc on sait pas. On n'avait pas de sondage. Donc on ne voyait rien. On pouvait peut-être pas s'exprimer comme ça tout le temps sur les réseaux sociaux en disant je suis heureux ou je suis pas heureux. Et puis on voyait pas en permanence. Enfin, moi ça me frappe les images permanentes de bonheur. Même la publicité, alors. Ça a changé parce que c'est des familles un peu recomposées, donc on voit que ça suit l'air du temps, mais ils sont toujours tellement heureux que vous vous dites, moi, ma vie à côté, c'est comme si elle n'était pas en couleur. Donc, je sais pas, je sais pas si c'est plus difficile ou plus facile. C'est difficile parce que moi, je soutiens que c'est pas quantifiable, donc c'est plus difficile. Mais en même temps, je pense que ce qui est difficile de nos jours, c'est qu'il y a une injonction à être heureux. Donc, il y a vraiment une obsession du bonheur. Et il y a beaucoup trop d'images de bonheur qui nous mitraillent en permanence. J'irai un peu dans le même sens. Il y a... Oui, c'est étonnant. Michael, voyons. Il nous reste 8 minutes sur la fin. Vous tenez votre rôle, s'il vous plaît. Mais pour moi, l'un des grands obstacles à la capacité à être heureux aujourd'hui, il y a ces injonctions, ok, je veux bien, mais il y a aussi le fait qu'on utilise de mauvaises recettes pour le bonheur, c'est-à-dire des recettes individualistes. Et que la dimension sociale du bonheur, et ça c'est dans toutes les études, elle apparaît vraiment en premier chef, on l'actionne pas immédiatement. Donc ça c'est un problème. Et puis il y a la partie religion que Laurence avait évoquée. Sur le bonheur, on le voit pas trop, mais sur le sentiment de sens dans la vie, il y a eu un graphe qui est magnifique, qui est sorti, qui montre que plus les pays sont riches, moins plus la proportion de gens qui ne trouvent aucun sens à leur vie est grande. Ce qui n'est pas du tout observé sur le bonheur. Et les chercheurs se sont questionnés, et ce qui est ressorti directement, c'est le poids de la religion. Il n'y a pas eu de substitut, c'est tout, on n'a pas trouvé de substitut à la religion. Et peut-être que j'ajouterais, il y a cet ouvrage de Jean Fourastier, très connu, Les 30 Glorieuses, justement, qui est paru en 79, et qui expliquait que de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en gros, au premier choc pétrolier... Fourastier, c'est celui qui a inventé l'expression « Les 30 Glorieuses ». Les 30 Glorieuses, voilà. Et c'est intéressant de relire ce livre aujourd'hui, parce que la fin de son livre parle de mélancolie, parle du fait que cette société des 30 Glorieuses a abouti finalement à un pays qui n'était pas si heureux que ça. Ah bon? Il conclut comme ça? Tout à fait. Il conclut sur une note très mélancolique. Très mélancolique. Et ça m'a marqué, parce que c'est juste pour essayer de répondre à votre question qui n'est pas facile. Ça veut dire que déjà, du temps, on est à la fin des années 70, on est déjà dans la mélancolie. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Que le progrès matériel n'apporte pas vraiment de satisfaction. Mais c'est pas encore une vue personnelle. Mais c'est pas une vue personnelle. Non, parce que c'est après, c'est la génération punk, No Future, qui commence tout de suite. En années 80, c'est chômage. C'est plus la même. Il y a le choc pétrolier. Mais le choc pétrolier, c'est déjà le chômage. Je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire, qu'en fait, je vais le dire de manière un peu paradoxale, mais dans une société où on n'a plus ces croyances qui nous donnaient en fait du sens, comme ça, c'était du sens prêt à porter. Et bien,
dans ces sociétés-là, il faut être heureux pour pouvoir être heureux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que dans ces sociétés où le sens n'est pas donné, on doit le construire à la force de son poignet, bah, si le bonheur n'est pas là, eh ben, en fait, on ne sera pas heureux. Et que, effectivement, on va se retrouver face à quoi? Bah, au vide, au fait que notre collectif, bah, il n'est pas si présent que ça, que la politique, elle ne nous donne pas de vision, elle ne nous fait pas rêver, que l'avenir n'est pas sûr, que la guerre n'est pas partie. Mais tout ça, c'est la réalité. Hein. Mais dans ces sociétés où tout repose sur nous, en fait, bah, on se rend compte que ce nous, il est hyper fragile et qu'il n'est pas heureux. Et c'est ce que disait Fourastier, maintenant ça me revient. Il parlait justement des paysans, des paysannes, qui étaient finalement pas si malheureuses que ça, même s'ils étaient accablés de travail, et voilà, leur vie était réglée sur le travail des champs, etc., au champ. Et il disait que la modernité avait accouché justement de rêves, de projets, avait ouvert des possibilités qui rendaient les gens finalement assez malheureux, parce que ça mettait une pression, on revient toujours sur ça. Et depuis Fourastier, c'est-à-dire depuis 79 jusqu'à aujourd'hui, bah, ça n'a cessé de s'amplifier, parce que la pression a monté d'un cran, et puis il y a tout ce développement personnel qui est aussi... En fait, on se dit que le bonheur est tout près. Et c'est ça qui crée la frustration. C'est qu'en fait, il est tout près, il est possible, il ne me demande pas de croire en Dieu, il me demande rien en réalité. Donc il est tout près, il promet beaucoup. En fait, notre modernité, elle promet beaucoup. Et promettant beaucoup, elle crée beaucoup de frustration. Et elle ne promet pas l'essentiel aussi, c'est ça. Elle promet des choses qui ne sont pas prouvées comme étant essentielles au bonheur. Donc elle nous amène naturellement sur des fausses pistes. Et juste sur les aspirations que la modernité avait accouchées d'aspirations grandioses et qui n'étaient pas forcément satisfaites, on a repéré un mécanisme assez étonnant sur le bonheur, c'est que les jeunes qui commencent leur carrière dans des récessions, alors ça c'est pas du tout bon pour la carrière, hein, ça je peux vous le dire, mais bon, je veux pas plomber l'ambiance, mais c'est bon pour le bonheur, notamment chez les garçons, parce que ça diminue massivement leurs aspirations. Ça enlève tous les rêves un peu mégalos. Alors non mais je sais, c'est assez particulier. Normalement les récessions sont très mauvaises pour le bonheur. On est en train de fabriquer des générations de bienheureux. Et de frustrés à la fois. On est léger. On n'est pas vraiment en récession. Non, mais j'aime pas aussi. Il faut pas toujours dire qu'on est. Le taux de chômage a quasiment jamais été aussi bas depuis très longtemps. Il ne faut pas avoir l'image. Sujet, Mickaël. Non mais bon. Mais une vraie récession bien dure, ça peut vraiment générer un bonheur un peu plus facile à long terme. Donc il y a parfois des effets un peu contre-intuitifs. Oui, je pense que c'est ça. Que si on perd, si c'est le bonheur au prix de sa lucidité, je pense qu'effectivement on récoltera de la frustration. Et que je crois qu'un équilibre dans le bonheur, c'est, comme tu le disais, je crois que c'est être capable de dire oui à la vie. Alors, je dis pas ça, attention, hein. Ne voyez pas tout de suite la comédie musicale, je dis oui à la vie, tout va bien. Non, parce que je crois que c'est la chose la plus difficile au monde de dire oui à la vie. C'est-à-dire l'accepter telle qu'elle est. Me sentir vivant, même si j'ai pas le poste que je mérite, c'est un imposteur qui l'a. Je suis une femme, je suis pas encore très crédible dans notre société. Vous voyez, ce oui à la vie telle que je la mène. Je pense que c'est la chose la plus difficile à faire. Et peut-être que finalement, ça m'évite de voir trop grand, mais trop petit aussi. De me sentir vivant. Voilà, se sentir vivant et surtout être indépendant d'esprit, ne pas croire que le bonheur, par exemple, c'est aller à 10 000 km de chez soi. Le bonheur, souvent, il est au coin de la rue. Ah, ça, c'est ta grande spécialité, mais oui, c'est vrai. Oui, mais je pense qu'il est au coin de la rue, c'est-à-dire que simplement, il faut être dans la rue et pas être rivé sur le regard sur son smartphone, mais regarder, voir. Simplement. Le bonheur est dans le fait d'avoir les yeux ouverts. Voilà, et ça, ça paraît simple, comme je le dis comme ça, mais quasiment personne ne le fait. Aussi. Très peu de gens sont capables de le faire parce que ça demande simplement de se rendre disponible à ça. Et c'est se rendre disponible pour moi. Et se rendre disponible, ça coûte rien. Il n'y a pas besoin de prendre un billet d'avion, il n'y a pas besoin d'être un grand chef d'entreprise ou je ne sais quoi. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Je crois qu'on est d'accord. Il y a un moment de sérénité qui a saisi les yeux et le cœur ouvert, et je crois qu'on signe les trois. Vous voyez, il est 16h50. 16h, il n'est pas du tout 16h. Il est 19h59, passé de 23 secondes. Mickaël, le mot de la fin. C'est patate chaude, là, paf. Non, là, j'en ai pas. Là, peut-être que ça va m'inspirer. Allez-y, vous. Laurence, le mot de la fin. No future. Rémi, le mot de la fin. Comme je l'ai dit, la poésie au coin de la rue.
C'est joli. Non, je Vous laisse. n'ouvrez toujours pas les yeux. J'ai rien, j'ai rien. Bon, merci pour cette heureuse concorde. Il est 19h59, passé de 43 secondes. Merci Michael Mango, merci Laurence de Villers, Merci. merci Rémi Oudguiri, merci pour vos bienveillantes phosphorescences, merci pour cette ambiance animée. Je ne m'attendais pas à autant d'effervescence sur ce thème du bonheur. Et c'est tant mieux, merci pour vos lumières. Merci aussi à vous, Merci à vous. dans le chat, vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Merci pour vos coups de gueule, vos sympathies. Vous avez beaucoup réagi aujourd'hui, y compris sur le bonheur. Et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on choisit bien nos sujets. Merci aussi, bien sûr, à Madourat, au grand chevalier du potard, au maître du son et de l'image. Merci à Cyril, à la réal. Merci à Steph Berlu, au 4e au visuel. Merci à Jérém à la modée, qui vous lit, qui vous répond. Merci évidemment à celui qui fait tic-taquer les cadences, notre maître des horloges et du carnet d'adresses. Merci à Mathis à la programmation. Et justement, du côté de la programmation, je crois que Mathis a un petit quelque chose à vous dire. Bonsoir, cher Mathis. Comment vas-tu? Bonsoir, cher Ludo. Très très bien. Eh bien, je viens de parler d'un stream Bientôt la quille. événement. Exactement. Un stream événement qui aura lieu lundi prochain. C'est un stream exceptionnel de 9h à 13h. Et nous recevrons 12 candidats aux prochaines élections européennes. Ils passeront les uns après les autres pour 10 minutes pour échanger, pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Préparez tout ça pendant le week-end. On se retrouve lundi de 9h à 13h depuis l'auditorium de Radio France. Vous avez intérêt à en poser des questions parce que 4 heures c'est très très long et sinon je vais me sentir très très seul. Merci Mathis, programmateur du stream, grand horloger du talk. On se retrouve donc lundi, une fois n'est pas coutume, de très bonne heure. Évidemment, bien sûr, comme toujours, de très bonne humeur. Mettez vos réveils, on vous attend à l'heure du café pour 4 heures de Politica d'Europe. D'ici là, je vous souhaite une chouette fin de semaine et une excellente soirée. Salut.